Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est l'actu sans filtre comme chaque midi sur LCI. Bonjour Pascal. Bonjour Magali. Vous savez, c'est Pascal Perry qui nous accompagne tout au long de la semaine. Et cette journée est un peu spéciale, vous le savez, avec ces 4 ans de guerre. C'est un triste anniversaire, 4 ans de guerre qui ont tout changé, qui ont changé le monde. 4 ans comme la Première Guerre mondiale. Vous imaginez le temps qui se passe donc en Ukraine. C'est extrêmement long, cette guerre ne semble pas avoir de fin. Ce 24 février donc marque cet anniversaire qu'on ne peut pas célébrer bien évidemment, mais dont on se souvient sur LCI. Nous serons à Kiev, à Moscou, toutes nos équipes sont mobilisées un peu partout dans le monde. Nous vous dévoilerons aussi le résultat de notre sondage exclusif. Quel est le dirigeant au monde qui vous paraît le plus dangereux? Est-ce que vous pensez immédiatement aller à Vladimir Poutine? Eh bien vous avez raison, c'est celui qui arrive en tête de ce sondage, un sondage extrêmement curieux, intéressant. Il y a un nom qui nous a interpellés, on vous le dévoilera dans quelques minutes. Alors Charles Kushner, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'est l'ambassadeur des États-Unis en France et il était convoqué, parce que c'est un usage diplomatique, hier au Quai d'Orsay pour des propos américains tenus sur la situation française. C'était notamment après les événements de ce week-end, la mort de Quentin Durand. Eh bien, il ne s'est pas présenté, il n'est pas venu. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, monte le ton et demande qu'il n'ait plus accès aux membres du gouvernement. Et Magali, quand on n'a plus accès aux membres du gouvernement, qu'on est ambassadeur, diplomate, eh ben on ne travaille plus. Exactement. Et puis 200 €, c'est l'amende qui a été infligée à un voyageur de train qui écoutait une vidéo sans casque. 200 €. Est-ce que ça vous paraît banal? C'est normal? Est-ce que c'est exagéré? Ou tout à fait logique? Cet usager, en tout cas, sachez-le, a contesté cette amende. On en débattra évidemment dans notre émission. Faut-il infliger ce genre d'incivilité qui, visiblement, se multiplie dans les transports en commun? Allez, c'est parti pour notre émission, toujours sans filtre. Bien, 4 ans de guerre, 4 ans qui ont changé le monde, qui ont changé aussi notre quotidien. 4 ans, c'est un peu comme vous le disiez, Magali, tout à l'heure, comme la Première Guerre mondiale. Alors, on en est aujourd'hui à pratiquement 2 millions de morts. Cette guerre en Ukraine qui semble sans fin. Nous sommes le 24 février et ça marque un triste anniversaire. Nous allons vous dévoiler, bien sûr, tous les résultats du sondage que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous pensez peut-être à Donald Trump comme l'homme le plus dangereux du monde ou Vladimir Poutine. Eh bien, le résultat de cette étude est étonnant. On va y revenir. Mais je vous propose pour le moment d'écouter Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Volodymyr Zelensky, c'est bien Volodymyr Zelensky, qui lui aussi marque cette étape, 4 années de guerre. Vous allez voir que l'Ukraine estime ne pas avoir perdu la guerre. L'Ukraine n'existe pas seulement sur une carte. L'Ukraine est un acteur des relations internationales. Nos capitales sont toujours debout, comme Kharkiv, Soumy, Tchernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Kramatorsk, Odessa, Lviv et encore bien d'autres villes. Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas réussi à détruire les Ukrainiens. Et il n'a pas gagné cette guerre. Il n'a pas gagné cette guerre après 4 ans de conflit. C'est une journée spéciale sur LCI, un monde en guerre, avec nos journalistes qui sont mobilisés un peu partout aux 4 coins de la planète. Vous allez les voir, ces journalistes, donc qui soient mobilisés sur les zones de tension, sur les zones de guerre, sur les zones extrêmement importantes comme Washington par exemple. On a entendu Volodymyr Zelensky affirmer donc que Vladimir Poutine était en train de perdre cette guerre en Ukraine. Eh bien, on se rend directement à Moscou pour retrouver l'un de nos journalistes que vous venez de voir sur cette carte. Charles Divot, bonjour, merci d'être avec nous. Sous la neige, il fait froid à Moscou aujourd'hui. Le Kremlin a réagi à ce qu'a dit Volodymyr Zelensky ce matin et reconnaît que tous les objectifs, effectivement, n'ont pas été atteints en Ukraine. Oui, exactement. Mais cette déclaration de Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, elle n'a pas pour but de dire que la Russie n'arrive pas à gagner cette guerre, mais plutôt pour expliquer que la Russie s'apprête à continuer son offensive sur le sol ukrainien tant que ces fameux objectifs ne seront pas atteints. Alors de quoi parle-t-on ? On parle notamment d'objectifs territoriaux, parce que l'ambition de la Russie, en tout cas c'est ainsi qu'elle a légitimé cette invasion, c'est de, je cite, libérer les territoires ukrainiens et notamment ceux du Donbass,
passe et il faut le dire, oui, pour l'instant, l'armée russe n'arrive que très peu à avancer sur certaines zones. Donc finalement, Dmitri Peskov, il explique que l'armée russe va continuer son offensive. Alors ces objectifs, ils peuvent être atteints de deux manières, nous précise Vladimir Poutine, ou par l'offensive sur le terrain, ou alors par la voie de négociation, alors que vous le savez, de nombreux pourparlers ont eu lieu les dernières semaines et les derniers jours. Merci beaucoup, merci Charles Divot. Nous partons en Iran. La semaine est une semaine décisive. Les négociations entre Américains et Iraniens sont prévues pour jeudi, mais d'ores et déjà, les Iraniens devaient rendre un mémo écrit sur leurs intentions, notamment sur la question du nucléaire. À la Maison-Blanche, le président Donald Trump rappelle que c'est lui qui décide. Il le dit très clairement, c'est moi qui prendrai la décision. Pourquoi ? Parce qu'il fait écho à une rumeur selon laquelle le chef d'état-major américain serait réservé et le remis en garde contre une intervention militaire. Nous allons rejoindre Xavier de Giacomoni et Bogdan Budka qui sont toujours dans le détroit d'Ormuz. Le détroit qui reste bien calme derrière vous, Xavier. Oui, Pascal, le détroit reste très très calme, mais les choses pourraient changer extrêmement rapidement parce que je vous brosse la situation. À partir du moment où Donald Trump déciderait de faire la guerre à l'Iran, eh bien, l'une des mesures de rétorsion, la menace la plus forte que pourrait faire peser l'Iran, ce serait de bloquer ce détroit, en tout cas d'essayer de le faire. Cela fait 46 ans que la République islamique met cette menace en avant pour éviter qu'on s'en prenne à elle, car dans ce détroit, vous le savez très bien, circulent 25% des hydrocarbures de la planète, avec le pétrole d'une part, le gaz qui vient essentiellement du Qatar, le gaz liquéfié, le GNL, qui est embarqué sur des bateaux près de Doha, et ça pourrait perturber totalement l'économie mondiale, et en fait c'est la mesure de rétorsion la plus forte dont les Iraniens disposeraient pour le moment. Merci beaucoup Xavier pour toutes ces dernières précisions, donc en direct depuis le détroit d'Ormuz. L'ambassadeur américain à Paris sanctionné par la France, Charles Kushner, était convoqué hier à 19h au Quai d'Orsay. Eh bien, il ne s'est pas présenté. Il y a des conséquences à cela. Il ne pourra plus accéder directement aux membres du gouvernement français. On le rappelle, Charles Kushner avait commenté la mort de Quentin Derenc. Ça avait été jugé comme une interférence, une ingérence par Paris. Écoutez Jean-Noël Barrot ce matin, le ministre français donc des Affaires étrangères. C'est une surprise, puisque comme je viens de vous le dire, lorsqu'on a l'honneur de représenter son pays en France, eh bien, on répond aux convocations du ministère des Affaires étrangères. Ça me semble que c'est une obligation diplomatique. Alors, évidemment, ne pas se présenter, c'est sa responsabilité personnelle. Ça n'affecte en rien la relation entre la France et les États-Unis, dont nous fêtons cette année le 250e anniversaire. Elle en a vu d'autres, mais ça affectera naturellement sa capacité à exercer sa mission dans notre pays. Un adolescent est toujours entre la vie et la mort après avoir été poignardé à Bron, c'est dans la banlieue lyonnaise. Il est âgé de 15 ans, son agresseur a pris la fuite, on ignore s'il connaît la victime. Une enquête a aussitôt été ouverte. Allez, les intempéries maintenant et ces vigilances rouges qui n'en finissent pas. 2 départements sont encore en alerte maximale. Il s'agit de la Charente-Maritime et du Maine-et-Loire. Avec, regardez, cette eau qui visiblement ne baisse pas. Ça va prendre encore des jours et des jours. Brandon Warrett et Camille Courtat, vous êtes justement dans le Maine-et-Loire, à Écouflant précisément. Racontez-nous. On le voit sur vos images aussi, et l'eau est encore extrêmement haute. Ouais. Bonjour Magali, bonjour Pascal. Effectivement, les images parlent d'elles-mêmes. Nous sommes censés nous trouver dans un jardin. Le Loir est à environ 50 mètres. On a plus l'impression d'être dans un immense lac, une rivière. Vous le voyez, ce mobilier qui prend l'eau depuis de nombreuses heures. Et les images sont saisissantes, notamment à l'intérieur de cette maison. On va entrer. On a l'autorisation du propriétaire avec qui nous étions ce matin. On essaie de pousser cette porte. Vous allez voir, on passe de la cuisine à cet endroit qui est censé être une chambre. Et vous le voyez, ce lit avec beaucoup d'eau à l'intérieur. Ces lattes qui ont même disparu. Et on va s'approcher. Venez, on fait juste attention. Oh là, la marche, évidemment. Il fallait s'y attendre. Et d'autres endroits qui sont également impactés. Vous allez voir sur ces images. Là aussi, c'est très important. C'est impressionnant. Ces toilettes avec l'eau qui est très, très, très conséquente aujourd'hui. Cette douche notamment. Cette habitation qui est complètement prise au piège depuis de nombreuses heures. Alors, vous allez me dire, la décrue a commencé. Effectivement, oui. Mais on va mesurer ensemble très rapidement pour voir à l'intérieur de cette maison à midi, c'est 50 cm. La décrue, vous l'imaginez, sera lente, extrêmement lente.
Là, c'est même plus les pieds dans l'eau. Effectivement, ça monte très très haut. Merci beaucoup, Brandon. Avec une autre conséquence, Magali, c'est que plus l'eau va rester longtemps dans ces maisons, plus évidemment les murs sont imprégnés, avec des conséquences, peut-être même la reconstruction nécessaire des édifices. Un autre phénomène météo, cette fois-ci, nous allons traverser l'Atlantique, l'hiver polaire aux États-Unis. Alors pour ceux qui aiment les États-Unis, qui connaissent le Nord-Est, ça arrive de temps en temps, mais là, malgré tout, tempête de neige dans New York. J'ai vu ce matin des images on va le voir après. Là, c'est le Massachusetts, effectivement. Juste au-dessus. Et puis juste au-dessus, donc New York, extrêmement impressionnant avec cette tempête de neige. Oui. L'Est du pays doit faire face donc à une nouvelle tempête. C'est du jamais vu depuis plus de 10 ans. Les chutes de neige sont impressionnantes et ça tient au sol, même au cœur de la ville de New York. Plusieurs centimètres de neige ont été mesurés. La situation est telle que 40 millions d'habitants ont dû rester confinés pendant 24 heures. Dans un petit instant, notre premier sujet, nos premiers échanges, 4 ans de guerre russe en Ukraine. Faut aller jusqu'au bout, mettre un nom sur cette situation, la qualifier correctement en tout cas. La Russie a envahi l'Ukraine, qui était un pays indépendant. 4 ans plus tard, la Russie n'a pas atteint tous ses objectifs. On va faire le tour. Conséquences militaires, conséquences économiques, mais aussi renversement des rapports de force géopolitiques, les conséquences pour nous, Européens. Tout à l'heure, nous échangerons avec Raphaël Glucksmann. Oui, notre à Bruxelles. Oui, exactement. À tout de suite. Quatre ans de guerre russe en Ukraine. L'Ukraine qui rompt, qui plie, mais ne rompt point, la formule célèbre de Pascal. Au contraire, l'armée ukrainienne a même regagné du terrain. Alors, Poutine pense probablement pouvoir tenir plus longtemps. Je crois que c'est une des clés de compréhension, tenir plus longtemps que nous accorderons, nous Européens, puisque nous sommes à peu près les derniers, de l'aide à l'Ukraine. C'est une guerre qui est terrible pour les Russes. On évoquera tout à l'heure la dimension économique, les pertes économiques pour la Russie. Mais d'ores et déjà, retenez ces chiffres, 30 à 50 000 morts, soldats russes, alors ou tués ou blessés, ce sont plutôt des victimes que des morts, là, par mois, chaque mois pratiquement. Une prime d'embauche, pourquoi ? Alors une prime d'embauche qui augmente dans l'armée russe, pourquoi ? Parce qu'il manque des combattants, évidemment. Alors dans la région de Saint-Pétersbourg, aujourd'hui, on donne 50 000 €. Je parle bien d'euros, 50 000 € pour un contrat d'engagement dans l'armée. Et puis quand on fait le compte du prix, qu'est-ce que ça coûte à la Russie, à la Fédération de Russie aujourd'hui ? Les soldes des militaires, c'est-à-dire les salaires des militaires, plus les primes de décès, ça fait 56 milliards d'euros par an. Voilà, Magali, ça fait beaucoup d'argent, tout ça. Vous savez, derrière cette guerre, il y a évidemment le front, les combats, de nouveaux outils qui sont apparus, les drones notamment. C'est assez nouveau sur le terrain de la guerre. Et puis c'est une guerre un peu totale, c'est une guerre à 360 degrés, avec de la désinformation, avec un combat de caractère économique, si vous voulez, de rapport de force économique. Ce sont tous ces éléments que nous allons évoquer. C'est une guerre longue, effectivement, ça fait 4 ans que ça dure. Souvenez-vous de ces images, c'était le 24 février 2022, la Russie envahissait l'Ukraine, il y a 4 ans jour pour jour donc. Et ce qui devait être une opération éclair dure depuis 4 ans, 4 ans de guerre comme la Première Guerre mondiale, mais sans aucune perspective de paix. Et Volodymyr Zelensky a posté une vidéo ce matin. L'Ukraine n'a pas perdu, assure-t-il. En revanche, Poutine est en train de perdre cette guerre, selon lui. Écoutez. L'Ukraine n'existe pas seulement sur une carte. L'Ukraine est un acteur des relations internationales. Nos capitales sont toujours debout, comme Kharkiv, Soumy, Tchernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Kramatorsk, Odessa, Lviv et encore bien d'autres villes. Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas réussi à détruire les Ukrainiens et il n'a pas gagné cette guerre. Et pour marquer cet anniversaire, on est à la fois à Kiev et à Moscou. Nos journalistes sont en place, sont mobilisés tout au long de la journée, donc notamment en Russie, en Ukraine. Vous l'avez compris, François-Xavier Ménage et Pierre Dehorn à Kiev et Charles Divot à Moscou. Une même question pour tous les deux, François-Xavier et Charles. 4 ans de guerre, est-ce que c'est un anniversaire qui est célébré donc là où vous vous trouvez, que ce soit à Kiev ou à Moscou? On va commencer par vous, François-Xavier, puisque vous êtes à l'image, on va commencer à Kiev.
célébrer avec gravité, évidemment. Il y a des centaines de personnes qui tout au long de la journée viennent ici sur cette place Maïdan pour à la fois allumer des bougies, pour rendre hommage aux soldats qui sont morts au combat, alors que à quelques kilomètres d'ici, vous avez des réunions politiques aussi qui ont lieu avec des dirigeants européens qui tentent de réfléchir à la paix, même si le mot de paix, on l'entend dans la bouche d'aucun Ukrainien depuis qu'on est arrivé ici avec Pierre Dehorne, que ce soit ici à Kiev ou bien à Odessa ou encore à Kherson. Je voulais vous montrer aussi à quel point la guerre, elle s'installe maintenant. On commence le premier jour de la 5e année de guerre, et regardez, ce soldat par exemple, il y a des milliers de photos de soldats ici. Lui est décédé en août 2025, vous le voyez, mais juste à côté, vous avez des photos qui sont en train de se faner parce que ce sont des soldats qui sont morts au début de la guerre, eux, et qui continuent d'être évidemment présents ici, place Maïdan, à travers leurs portraits. Et puis, cette guerre, elle tue, on le sait, il n'y a pas de chiffre officiel évidemment chaque mois, mais elle tue aussi des femmes qui sont de plus en plus présentes dans la guerre. Regardez par exemple celle-ci qui est tombée donc au combat. 70 000 femmes ont rejoint l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre, dont 5 000 qui se battent sur le front. Et donc c'est d'abord aux soldats que les Ukrainiens pensent aujourd'hui. Je vous le disais, le mot de paix, le mot de victoire, on ne les entend plus, alors qu'ici au même endroit, il y a 4 ans, eh bien certains évoquaient le fait que tout soit possible, y compris donc une paix. C'est terminé maintenant. Voilà pour la tonalité et la temporalité en Ukraine. Et on va faire ce que habituellement on ne fait pas, c'est-à-dire dialoguer entre Kiev et Moscou. On va rejoindre l'envoyé spécial d'LCI, Charles Divo, qui est à Moscou, avec cette question très simple. Charles, comment se passent aujourd'hui les cérémonies, si tant est qu'on puisse parler ainsi, des 4 ans de guerre? Alors c'est assez étonnant, mais il n'y a aucune commémoration, il n'y a aucun événement qui a été organisé aujourd'hui, comme si le Kremlin souhaitait en fait que cette journée soit une journée comme une autre. Alors en réalité, il y a tout de même eu des commémorations, mais elles ont eu lieu hier en Russie, parce que en fait le 23 février, c'est un jour férié en Russie, censé célébrer ce qu'on appelle les défenseurs de la patrie. Alors pendant très longtemps, l'idée était de commémorer les soldats russes qui avaient combattu aux côtés de l'armée rouge, mais oui, depuis 4 ans, ces commémorations, elles ciblent surtout les soldats russes engagés sur le front ukrainien. Alors, lors de ces événements, eh bien sûr, Vladimir Poutine a pris la parole, a participé en déposant par exemple une gerbe de fleurs au niveau de la tombe du soldat inconnu qui se trouve à quelques centaines de mètres de là où je suis, au niveau du pied du Kremlin. Et puis il a aussi tenu à rencontrer des veuves de soldats russes. Il a échangé longuement avec elles. Et c'est une façon finalement, parce que cette image, elle a évidemment fait le tour de la Russie, de montrer que le Kremlin soutient son armée et surtout s'occupera des familles de ceux qui pourraient perdre leur vie. Extrêmement intéressant. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup François-Xavier. On voit la tonalité, l'ambiance dans les deux pays extrêmement différente, avec ces visages qui sont exhibés à Kiev, parce qu'effectivement ces morts, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des hommes, des femmes aussi qui ont perdu la vie pendant cette guerre, et puis le silence radio du côté de la Russie qui vraisemblablement n'a pas trop envie de mettre en avant cette guerre qui ne cesse de durer, et donc c'est un peu un bourbier peut-être pour le Kremlin. Autour de cette table, et pour nous accompagner, le général Dominique Delors, l'ancien chef du centre opérationnel interarmée, Isabelle Saporta, qu'on ne présente plus, Renaud Pila non plus. Bonjour. Pila, et puis Magali Barthès du service international de LCI et TF1. Général Dominique Delors, quand on dit que aujourd'hui le rapport de force n'est pas très favorable à la Russie, enfin que les objectifs ne sont pas atteints, c'est presque une litote, parce que la Russie n'a absolument pas atteint les objectifs fixés dès le départ. Je rappelle que l'affaire devait être pliée en 48 heures. Oui, un des points majeurs, c'est l'erreur, la faute complète des Russes sur leur appréciation des capacités de résistance de l'Ukraine et du soutien occidental qui a suivi. Donc ça, c'est une erreur majeure qui a amené une campagne militaire initiale désastreuse et une relative impréparation à une guerre de haute intensité, et ils se sont repris en main au bout de 1 an ou 2 ans, mais du coup on n'a pas une guerre éclair, mais on a une guerre longue dont on ne voit pas du tout l'issue mais après 4 ans. Qui est capable de tenir le plus longtemps, selon vous? Je disais tout à l'heure, Poutine pense que les Européens, le soutien européen ne durera pas aussi longtemps qu'il a, lui, de la capacité à perdre des hommes, enfin, pour dire les choses simplement. Les Russes sont profondément, ça fait partie de leur culture, hein. C'est pas uniquement Poutine, ils sont profondément convaincus qu'ils sont capables de tenir plus longtemps que les autres.
Donc ça, c'est leur histoire, leur guerre multiple qu'ils ont menée. Ça a été le cas à chaque ce qu'ils appellent les grandes guerres patriotiques, contre les Français de Napoléon Bonaparte, contre les nazis, et donc et puis à travers toute leur histoire. Ils sont à la fin, ils tiennent plus longtemps, et c'est les autres qui finissent par craquer. Donc ça, eux, ils sont profondément convaincus. Il ne faut pas sous-évaluer ça, ce qui amène d'ailleurs une des explications dans leur capacité à résister, y compris dans le plan économique. Juste une petite remarque historique, vous avez raison, mais les deux guerres que vous avez citées sont situées sur le territoire russe. La seule guerre qu'ils ont vraiment perdue, c'est celle qu'ils ont livrée, en Afghanistan, en 1979. Alors, oui, en dehors de chez eux. C'est notre point de vue, mais eux, ils considèrent que l'Ukraine, c'est ça. Eux pensent être chez eux là-bas. Ils pensent être chez eux. C'est ça la grande différence. Voilà. Vous avez vu la réaction d'Emmanuel Macron ce matin, qui a lui aussi, qui commémore un peu ces 4 ans de guerre. Il parle de triple échec de la Russie sur les plans militaires, économiques et stratégiques. Cette guerre, donc, c'est un échec total pour Vladimir Poutine. Ou est-ce que, évidemment, il prend un peu le lead européen pour mettre à mal un peu la position russe, et il en parle justement à la fin, quand il dit à ceux qui croient pouvoir compter sur notre fatigue, ils se trompent. Oui, parce qu'ils ont bien compris, les Européens et Emmanuel Macron ont bien compris que justement Vladimir Poutine misait sur l'essoufflement du soutien européen. C'est vrai qu'il y a des divisions européennes qui s'expriment à Bruxelles. On a vu à quel point Viktor Orban pouvait essayer de bloquer notamment le dernier train de sanctions, voire même le nouveau prêt. Donc oui, il y a des divisions européennes. Après, il est vrai que pour Vladimir Poutine, en effet, l'échec est militaire parce qu'il n'a pas atteint, en effet, ses objectifs de guerre stratégique. On voit bien le renforcement de l'OTAN. Il voulait repousser l'OTAN. L'OTAN s'est finalement rapproché avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Et puis, un échec qui devient économique. Enfin, c'est-à-dire l'économie, c'est pas vous que je le dirais, Pascal, mais l'économie russe est en train de s'essouffler, parce que les prix des hydrocarbures, les rentrées des hydrocarbures. On va donner un chiffre précis, Magali. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le marché noir, la Russie vend son baril à $45. Je regardais le prix du Brent hier soir, il était à $71. Donc vous faites le compte vous-même. C'est une perte considérable, évidemment. En dessous, on estime que l'économie russe ne s'en sort qu'avec un baril à $65. Tout ce qui est au-dessus, c'est du bonus. Tout ce qui est en dessous, c'est du malus. Oui, et on voit bien que les sanctions, notamment contre la flotte fantôme, sont en train aussi de produire des effets, l'inflation augmente. Donc financer cette guerre, ça devient de plus en plus coûteux et difficile pour la Russie. Il y a un autre chiffre qui est important à retenir, c'est la mobilisation. Aujourd'hui, il y a plus de soldats qui meurent que de soldats que la Russie arrive à mobiliser chaque mois. Donc ça finit par... les problèmes finissent par s'accumuler, mais pourtant, Donald Trump ne cède rien et est persuadé que de toute manière, les Ukrainiens céderont. Vladimir Poutine, pardon. Mais Donald Trump non plus. Mais Donald Trump non plus, et ça aussi, évidemment, c'est à mettre dans l'équation. Mais Pascal, moi je parle sous votre contrôle. Mais malgré tout, j'entends ce que vous dites, Magali. Si ce n'est que quand même, depuis le début de la guerre, on a toujours sous-estimé la résilience de l'économie russe. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils seraient incapables de se réindustrialiser comme ils se sont réindustrialisés. Ils l'ont fait. Qu'ils étaient incapables de se mettre à planter du blé comme ils ont planté du blé, ils l'ont fait. Donc ils ont au fond acquis une certaine autosuffisance qu'on n'estimait pas. Et moi, là, je parle sous votre contrôle, j'ai presque envie d'avoir votre avis, Maître Perry. C'est-à-dire, demain, la guerre s'arrête, qu'est-ce qu'ils font de cette réindustrialisation dans l'armement ? Elle part où, l'économie russe ? Ils la réorienteront extrêmement vite. Ils ont été capables de passer d'une industrie civile à une industrie militaire. Ils se sont reconvertis très vite. C'est d'ailleurs toute l'histoire industrielle de la Russie. Moi, j'ai toujours été frappé de voir vous n'avez pas peur que ça s'effondre ? Vous savez, en 1941, ils ont déménagé 1000 usines des plaines d'Ukraine pour les installer derrière la Volga. Donc, ils savent faire parfaitement ce genre de choses. Ils se réorienteront. Mais, vous savez, c'est un peu comme un eau coulant. Ça sert, là, en ce moment. C'est ce que dit Magali aussi. Ça sert progressivement, la faiblesse du rouble, l'inflation dans le pays. Donc, si vous voulez l'opinion publique, c'est pas la même chose que chez nous. Oui, ils sont obligés de mettre 50 000 € sur la table pour embaucher un soldat dans la région de Saint-Pétersbourg. Renaud. Non, mais c'est non pas un anniversaire, mais c'est vraiment un tragique jour, 4 ans. On se souvient tous, notamment à LCI, on a énormément couvert cette guerre depuis le début, et on se souvient tous du déclenchement de la guerre. Et je me souviens qu'au déclenchement de la guerre,
certains experts militaires, ils ne se sont pas trompés, disaient que Poutine espérait la peur des Ukrainiens et la fuite, comme les Français ont fui en mai 40 tout le nord. L'exode. Pardon ? Oui, l'exode. L'épisode de l'exode. Et Poutine s'attendait à un exode et la peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont résisté. Il y a eu un flottement de quelques semaines. Les Américains ont été là, heureusement. Mais on se retrouve aujourd'hui, au bout de 4 ans, avec quand même des centaines de milliers de morts. Et me semble-t-il quand même une résilience et une obstination totale de Poutine et une résilience des Russes. Lorsqu'on discute avec certains Russes, ils disent on est contre la guerre, mais on ne supporte pas que les Occidentaux nous dictent ce qu'on a à faire. C'est vrai. Il y a vraiment un patriotisme russe, même des opposants, de certains opposants à Poutine. On l'aime pas, mais ne nous mêlez pas de nos affaires. Un nationalisme russe, vous avez raison, et précisément, on a une étude aujourd'hui sur le grand méchant loup, parce que c'est ça la question, c'est le grand méchant loup, c'est Poutine, et puis vous allez voir, vous allez être surpris, les Français ont presque autant peur, Magali, de Poutine que de Trump. C'est très spectaculaire. C'est un sondage exclusif réalisé par l'IFOP pour LCI, effectivement. Et donc, on leur a présenté aux Français, un échantillon de Français, la liste des grands dirigeants du monde. Et parmi ces personnalités, lequel vous fait le plus peur ? Donc, effectivement, c'est Vladimir Poutine qui arrive en tête. 80% des Français ont peur de Vladimir Poutine. Mais regardez, Donald Trump fait peur à 79% des Français. Et ça, c'est assez spectaculaire. On se dit, mais il y a encore quelques années, on n'aurait peut-être pas vu le président américain dans cette liste-là. Ah non. Oui, 70% des Français, il y a 3 ou 4 ans, dans le sondage IFOP, disaient que les États-Unis étaient un allié. On voit désormais que massivement les Français disent plus du tout, c'est pas un allié, c'est pas encore peut-être un ennemi, mais en tout cas c'est un adversaire stratégique. Un concurrent. Juste une explication, il me semble que Poutine, ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Les Français, les Européens sont habitués. Malheureusement, on s'habitue à tout. Et on considère qu'on ne peut rien faire. Donc oui, il est dangereux à 80%, mais la nouveauté, c'est que depuis 1 an, les décisions de Trump impactent notre vie quotidienne. Donc le sondage a complètement basculé. La guerre commerciale, les droits de douane. Les États-Unis veulent nous coloniser, veulent coloniser l'Europe et les Français, sur le plan commercial. Et il y a une réaction du coq. Le ressentent. Pas que, regardez le Groenland. Culturel, commercial, et même dans certains cas, vous avez raison, géographique. Territorial. Il y a une réaction du coq. Il y a le coq français dit non, donc voilà, ça m'étonne pas du tout ce chiffre. Isabelle. Le coq s'était rebellé pour la première, parce que je regardais la courbe de notre sondage qui vraiment est très intéressant, ce sondage. La première fois, c'était effectivement pour la première élection de Trump, donc c'est jamais, on n'a jamais eu tellement de doutes en France sur les impacts de la politique de Trump sur nous, et vous avez raison, Maître Perry, de dire qu'effectivement, aujourd'hui... Maître Perry, je me demande si je suis huissier de justice, avocat, gardien de prison, Juste une information, il s'appelle Pascal. Maître n'est pas un prénom en français. J'aime bien l'appeler Maître Perry, je pense que ce sera notre maître. Il n'y a pas de pseudo sur LCI. Il n'y a pas de pseudo. Comme le général Delors, ce sera notre maître en question de géostratégie. Je crois qu'on confond quand même le danger réel et le danger virtuel. Le danger réel, c'est Poutine, parce qu'effectivement, il mène une guerre depuis 4 ans, on le voit, et il engage des troupes, et il bombarde, et il envoie des missiles, etc. Trump, il faut quand même pas non plus exagérer. Les bases américaines sont toujours en Europe. On utilise des tas de choses américaines, y compris les cartes Visa. On voit M. Breton la difficulté maintenant avec sa carte Visa. On fait du commerce. Donc c'est la personnalité de Trump qui est mais c'est bien le sujet, mais c'est virtuel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous gêne dans lui, c'est qu'il est relativement imprévisible. Oui. Mais on est bien content quand il se tape un narco-trafiquant comme le Vénézuélien. Et finalement, il y a pas mal de gens qui seraient pas mécontents qu'on tape sur les désaccord avec vous là-dessus, sur les Iraniens qui ont assassiné 30 000 jeunes. Oui, mais ils veulent détruire l'Union européenne. Mais vous avez des salariés des grandes entreprises françaises et puis d'autres d'ailleurs qui exportent aux États-Unis, qui sont aujourd'hui pénalisés. Si vous faisiez le même sondage chez Airbus, dans le secteur du Bordelais, vous voyez tout ce qu'on exporte aujourd'hui dans le secteur du luxe, vous verriez que c'est 100% des gens qui sont inquiets.
Parce que cette politique est une politique d'asservissement commercial. Vous avez raison, mais du côté chinois, on a un déficit important, ils boivent moins de cognac, vous avez vu que c'est très gênant, c'est vrai. Ils ont diminué d'un tiers leur consommation de cognac, donc on pourrait dire ça de beaucoup de pays, de grands pays. Oui, mais on est habitué avec la Chine. Donc non, et puis... C'est le changement, je trouve. Il faut dire que cette personnalité ne plaît pas du tout à la culture française, on le comprend facilement, mais je veux dire que c'est avant tout quand même une menace virtuelle. Non, mais vous avez raison, il faut prendre de la distance. Il faut rester calme, parce que pour le moment, les États-Unis ne sont peut-être pas nos amis, mais ça reste quand même un allié considérable. Oui. Nos alliés, mais regardez, 71% des Français, toujours selon notre sondage, ne considèrent plus les États-Unis comme notre allié. Et vous savez que d'après l'IFOP, c'est le chiffre le plus élevé depuis qu'ils font ce sondage. Parce que même en 2003, même au moment de la guerre d'Irak, au moment où les Français avaient dit non, justement, et où, vous vous en souvenez, on avait débaptisé les French fries aux États-Unis. Enfin, vraiment, il y avait... eh bien, on n'en était pas à ce chiffre-là. Ça montre, en effet, à quel point la déstabilisation qu'amène Donald Trump fait peur aux Français, parce qu'en effet, il y a la déstabilisation commerciale, l'épisode du Groenland où il revendiquait un titre de propriété sur quand même un territoire rattaché à un pays de l'OTAN, a quand même gelé les Européens. Et puis, comme le disait Renaud, c'est vrai que l'objectif affiché, c'est quand même un détricotage de l'Union européenne, une implosion de l'Union européenne. Il fallait lire attentivement la revue stratégique américaine qui a été publiée à la fin de l'année dernière, où là, vraiment, il y avait un soutien affiché aussi et revendiqué aux partis patriotiques européens, un véritable plan, en effet, de déstabilisation de l'Union européenne telle qu'elle se construit. L'opinion ne lit pas ces ouvrages un peu académiques, mais elle sent qu'on a affaire à quelqu'un de fantasque. C'est quelqu'un qui est totalement imprévisible, fantasque. Et avec des ingérents, on va en parler, mais avec des ingérents. Renaud, moi j'ai toujours pas digéré les insultes à ses adversaires. Vous imaginez un président de la République ou un chef de l'opposition en France qui traiterait son adversaire avec les mots que vous devez vous rappeler, que je ne veux surtout pas prononcer autour de cette table, mais parce qu'ils sont infiniment grossiers. Il y a ça, et puis le type qui dit, attendez, il arrive, il tape sur la table, il dit, c'est moi qui décide. Non, mais les Français n'aiment pas ça. Et tout, il y a toute la réécriture même de l'histoire. Vous parliez des adversaires, mais enfin, les portraits ont été décrochés. Biden a été remplacé par une machine à paraffer. Il a réécrit l'histoire en dessous des portraits de chacun de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Tout est fou, enfin. Et puis au-delà, on a eu la scène dans le bureau ovale avec Zelensky, où Zelensky se fait vraiment malmener, maltraiter par Donald Trump et son administration. Cette image-là, elle a frappé, je pense, les Français. Elle a choqué, parce qu'on s'est dit, là, il y a un rapprochement entre Trump et Poutine qui nous menace, nous, directement, Européens. Mais cela dit, un mot. Renaud et le général. Oui, mon général, vous avez raison de nous rappeler à la raison et de nous rappeler à l'ordre, avec votre vision militaire. C'est vrai qu'il me semble qu'il y a une opposition extrêmement forte à Poutine d'un point de vue militaire, et il y a une opposition politique et symbolique, vous avez raison, qui est moins forte vis-à-vis de Trump. Mais, je rebondis, c'est la destruction de l'Union européenne. Ils le disent. Et quand Steve Bannon ou des responsables, quand ils viennent, ils font la tournée en Europe, vont voir l'AfD, vont voir Orban, leur ami, une fois qu'on sera détricoté... Parce que, il y a une confusion entre amis et alliés. Les Français confondent. Est-ce que... Trop d'émotions, parfois. Beaucoup trop d'émotions, de sentiments, etc. D'accord. On n'est pas amis, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes types de réactions. C'est bien évident avec quelqu'un comme le président américain actuel. Mais ça reste... Mais sur là où nous avons des intérêts communs, car pour être allié, il faut avoir des intérêts communs, et nous en avons un certain nombre, ce sont nos alliés. Mais ça veut dire, être nos alliés, ça ne veut pas dire que ce sont nos amis. Dire les États-Unis d'Amérique, je ne parle pas des Américains eux-mêmes, bien sûr. Mais regardez un autre chiffre, on voulait vous faire réagir, général, sur la crainte de l'avenir. 56% des Français, donc une grande majorité, une majorité nette, craignent que la France entre en guerre, regardez, dans les 5 ans. Est-ce que là, ils ont raison d'être inquiets? Est-ce que ça fait partie des possibilités, selon vous? Oui, je pense qu'ils ont tout à fait raison. C'est pas une certitude, bien sûr. Personne n'a de certitude là-dessus. Mais il est vraisemblable que le monde évoluant
comme on le voit depuis 4 ans maintenant, on est à un choc plus important qui nous touche, parce que là encore, tout est relatif. Pour le portugais, ça doit être 32%. Oui. Pour le polonais, ça doit être 78%. Vous voyez bien, ça dépend d'où on se situe en Europe. Pourtant, on est bien dans l'Union européenne. Donc on voit que l'Union européenne, en fonction de sa proximité de la menace, va évoluer différemment. 56%, ça me paraît... non mais attendez, général, il faut être très clair, parce que là, vous soulevez une hypothèse, il faut mettre quelque chose de concret derrière. Qu'est-ce que ça peut être un engagement de la France dans un conflit dans les 5 ans? Alors, on a dans le cadre d'un certain nombre de scénarios... La Pologne, je comprendrais, mais la France, non. C'est-à-dire qu'on a toujours la même chose. Est-ce qu'on va respecter... Comment on va respecter nos engagements? Bien sûr. Si on repart des États baltes, nous avons des soldats en ce moment dans les États baltes. Bon, s'il y a une attaque sur les États baltes par les Russes, est-ce que l'on se contentera d'un rappel à l'équilibre, à la mesure, au sens de la mesure, ou on enverra des forces? Tout est dans la lecture de l'article 5. Et si on prend... Alors, ça dépendra du président. Ça dépendra du président, bien sûr. C'est le président qui prendra cette décision-là. Donc, d'engager immédiatement ou pas les forces françaises. Donc, c'est bien dans l'interprétation que l'on aura de nos engagements, aussi bien à travers l'Union européenne que l'article 5, que l'on peut être engagé. Moi, je pense que... leur poser en campagne. Ça va être une question, pardon je vous coupe, mais ça va être une question très importante pour la campagne présidentielle. C'est une vraie question en campagne, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on s'engagera militairement dans le cadre de notre lecture de l'article 5 de l'OTAN ou de l'article 42 de l'Union européenne? Merci Général. Magali, vous revenez nous voir tout à l'heure. Vous voulez dire un petit mot tout de suite? Non, mais plus on aura quand même peur d'un conflit, plus ça poussera à une réorganisation, un réarmement. Vous avez parfaitement raison. Prendre conscience d'abord. Voilà, prendre conscience. Accepter le réel tel qu'il est. On va rester à Paris dans un instant. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur américain posté en France devait se rendre au Quai d'Orsay hier soir. Il était convoqué, c'est lui, Charles Kushner. Eh bien, il n'est pas venu. C'est dingo, ça. Mais c'est dingue. On apprend en fouillant que ça ne concerne pas que la France. Les ambassadeurs américains un peu partout dans le monde. Il y a quelques incidents. En Belgique aussi. En Belgique, par exemple, au Canada, ou en Pologne, ça se multiplie en fait. Ils ont qu'à rentrer chez eux. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce révélateur? À tout de suite. Ça signifie qu'ils se moquent de nous. C'est beau, Washington. Alors, Magali, est-ce que l'ambassadeur américain à Paris, M. Kushner, ça vous dit quelque chose? Membre de la famille, parce que tout se fait quand même en famille. La famille Trump. La famille Trump. Le gendre de Donald Trump. Le père du gendre. Le père du gendre. C'est le père, parce que le gendre, lui, est en train de négocier au Moyen-Orient. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il négocie au Moyen-Orient. Bien. L'ambassadeur des États-Unis en France, qui manifestement ne connaît pas tous les usages diplomatiques, a refusé de se rendre, Magali, à une convocation. Il les connaît, Pascal. Oui, il s'assoit dessus. Il les connaît. Qui s'assoit dessus. Assumez. Ne m'accablez pas. Non, mais c'est pas vous assumez. Je m'adresse à l'ambassadeur, bien sûr. Mais oui. J'oserais pas. On voit l'image, donc Charles Kushner, effectivement, l'ambassadeur américain à Paris, donc a réagi à la mort de Quentin Durand, que ça avait été considéré comme une ingérence par Paris. Donc il a été convoqué pour s'expliquer. Hier soir au Quai d'Orsay, il ne s'est pas présenté. Donc il y a des conséquences. La France a décidé de le sanctionner et le prive d'accéder directement aux membres du gouvernement français. Il ne peut pas avoir de contact direct avec les ministres dorénavant. Écoutez donc la justification de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, qui donc l'avait convoqué hier soir. C'est à lui-même qu'il occasionne des difficultés, puisque pour un ambassadeur, pour qu'il puisse faire son travail, il faut qu'il ait accès aux membres du gouvernement. C'est le b.a.-ba. Demander à n'importe quel ambassadeur représentant son pays en France, demander à n'importe lequel de nos ambassadeurs ou nos ambassadrices qui représentent la France à l'étranger, le b.a.-ba, c'est de pouvoir échanger avec les membres du gouvernement. Alors. Le b.a.-ba, effectivement, donc il est privé de ce b.a.-ba pour le moment. Comment est-ce qu'on peut voir les choses? Donc c'est la France là qui réplique. Vous savez comment on peut les voir? Je vous vois vous marrer, Magali. Allez-y, on peut les voir. Non, je pose pas la question. Vous avez raison. D'accord. Écoutez, je sais pas. J'ai l'impression d'entendre le général dans mon oreille droite. Là, quand tu disais tout à l'heure, on verra si on fait un communiqué ou si on fait plus que ça. Bon, je pense que l'ambassadeur Kushner doit trembler de ne plus pouvoir avoir accès aux membres du gouvernement français. Je pense qu'il est effondré, il est en larmes. D'ailleurs, s'il y avait un duplex depuis l'ambassade, je pense qu'on le verrait en larmes. Je pense qu'il
n'en a rien à faire. Je pense qu'il s'assied sur nous comme rarement on s'est assis sur nous. Mais Magali va nous raconter qu'il ne s'assied pas que sur nous. Il s'assied sur toute l'Europe. Mais Magali a un point à ajouter, c'est qu'il a envoyé un cavalier. Il n'est pas allé lui-même, mais il a envoyé quelqu'un. Absolument, il a envoyé un représentant de l'ambassade. Pour dire, voilà, je ne viendrai pas. Mais c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois parce que donc là, c'est suite donc au retweet de déclaration de l'administration Trump sur Quentin Doran. La dernière fois, c'était parce que il dénonçait l'insuffisance de la politique française contre l'antisémitisme. Et donc, à nouveau, il avait été convoqué et à nouveau, il ne s'était pas présenté directement. Donc, c'est vrai que les représailles annoncées aujourd'hui par notre ministre des Affaires étrangères ne doivent pas beaucoup l'émouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire, Magali? On ne va pas le raccompagner à Roissy? Bon, si, ça aurait de la gueule, pardon. Mais non, soyons sérieux. Ce qui est très, soyons sérieux, soyons frappants. Ce qui est très frappant, c'est que ce n'est pas qu'en France que ça se passe. Donc, c'est vraiment une volonté d'envoyer des ambassadeurs américains qui sont vraiment qui ne sont plus du tout des diplomates, mais qui revendiquent justement cette impolitesse. C'est le cas notamment en Belgique, où là, à nouveau, sur une affaire de circoncision, l'ambassadeur américain en Belgique a mis en cause directement le ministère de la Santé belge. À nouveau, il y a eu une convocation. En Pologne, c'est la même chose parce que l'ambassadeur américain à Varsovie était très mécontent des déclarations du patron de l'Assemblée qui disait que Trump ne méritait pas forcément le prix Nobel de la paix. Donc, on voit qu'il y a une volonté, en plus de véritable friction, une volonté de montrer qu'on ne fait plus de la politique comme avant. C'est compliqué, général, d'avoir des relations avec ce type d'alliés. Oui, alors... La diplomatie, c'est une culture, c'est un usage, c'est professionnel, c'est fait normalement par des professionnels. C'est pas fait pour jeter du sable dans les relations entre deux États. C'est plutôt mettre de l'huile, c'est-à-dire atténuer justement les sensibilités d'un côté et de l'autre pour que ça soit présentable à la partie, pas adverse, mais presque, enfin la partie connecté. Donc là, manifestement, on n'est pas du tout dans ce registre. Il est dans un registre d'incompétents. C'est l'envoyé spécial, c'est le shérif adjoint. Qui n'a rien à faire là. Il n'est pas dans son rôle d'ambassadeur. Oui, il est peut-être dans un rôle MAGA, mais il n'est pas dans un rôle d'ambassadeur. On rappelle qu'il n'est pas du tout diplomate. Effectivement, c'est un magnat de l'immobilier. Qui a fait de la prison pour malversation financière, mais donc il avait la confiance de Donald Trump pour être à Paris. Mais Donald Trump, de toute manière, méprise les diplomates. Sinon, il n'aurait pas envoyé comme émissaire pour parler avec Vladimir Poutine ou avec les Iraniens le fils justement de Charles Kushner, Jared Kushner. Et Witkoff, qui lui aussi est un magnat de l'immobilier. Donc, de toute manière, il ne fait pas confiance aux diplomates, symbole pour lui de cette espèce d'état profond. Donc, il met à la place des hommes qui ont son profil à lui et qui ruent dans les brancards à la façon Donald Trump. Vous avez vu Thierry Breton ce matin, comment il a réagi? Charles Kushner, il préfère aller rendre visite à Marine Le Pen au Jordan Bardella plutôt que d'aller au Quai d'Orsay en France. Non, mais c'est ça. Ce qu'il a déclaré ce matin. Juste un petit mot. En passant, je trouve, c'est une opinion personnelle, que son fils, Jared Kushner, est sacrément habile par rapport à son père. Il est plus subtil, franchement. Non, mais quand on voit son parcours, on aime ou on déteste le Trumpisme, mais c'est vrai qu'il a un parcours quand même assez phénoménal. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est lui qui a négocié les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham. Enfin, il est jeune. Non, c'est quelqu'un qui a l'ingénierie de la négociation. Il n'a pas 40 ans de diplomatie derrière lui, et voilà, je trouve qu'il est habile. Pour faire de l'argent aussi. C'est l'ingérence. L'ingérence, on le voit bien dans les élections. Dire que la France, en gros, favorise l'extrême gauche, qui ça peut faire monter? Le Rassemblement national. Voilà. Oui. Donc on voit bien à quoi visent les États-Unis, c'est faire monter les forces nationalistes dans chaque pays d'Europe. On a une présidentielle dans 12 mois et il me semble que le gouvernement a pris une très bonne décision. Et forcément. Nous sommes en direct avec Raphaël Glucksmann qui nous attend depuis Bruxelles, l'eurodéputé Place Publique. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes avec nous pour parler de l'Ukraine puisque aujourd'hui c'est un jour anniversaire, triste anniversaire, ce sont les 4 ans de la guerre. D'abord, une réaction à cette actualité avec l'ambassade américaine à Paris qui a refusé de répondre à la convocation du Quai d'Orsay. Comment est-ce que vous réagissez
Français? Est-ce qu'ils se fichent de nous? L'administration Trump a fait son choix. Son choix, c'est la confrontation avec les États démocratiques européens et avec la France en particulier. L'administration Trump veut soutenir les forces nationalistes partout en Europe. C'est dans sa doctrine de sécurité nationale. Et ce qui se passe en France, c'est que l'ambassadeur américain est désormais un agent au service de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Alors, il préfère rencontrer Jordan Bardella et Marine Le Pen que de se rendre à une convocation du ministère des Affaires étrangères. Nous devons être, nous, d'une fermeté absolue à l'égard de cette administration qui suit un agenda profondément idéologique et un agenda qui n'est plus diplomatique mais qui est géopolitique et idéologique et politique, et il s'ingère dans les affaires intérieures des nations démocratiques européennes, ce qui est proprement inacceptable. Et donc je soutiens totalement le ministre des Affaires étrangères dans sa convocation et dans le fait qu'il n'y ait plus d'accès au gouvernement français pour l'ambassadeur américain tant qu'il ne se rend pas à la convocation du Quai d'Orsay. Monsieur Glucksmann, nous nous posions la question en plateau, on va vous la poser à vous. On cherche un mot pour qualifier nos relations aujourd'hui avec les États-Unis. Un problème de vocabulaire, ce sont nos concurrents, ce sont nos amis, ce sont nos alliés, ce sont devenus nos adversaires. Qu'en pensez-vous ? C'est une bascule immense pour nos nations, puisque pendant 80 longues années, les États-Unis étaient des alliés stratégiques des démocraties européennes. Aujourd'hui, cette administration n'est plus notre allié. On le voit sur la question ukrainienne, on le voit sur le Groenland, on le voit sur absolument tous les sujets, y compris sur la politique intérieure des nations européennes. Et il va falloir maintenant que l'Europe proclame son indépendance. Nous ne pouvons plus dépendre en tout point des États-Unis d'Amérique. Nous ne pouvons plus tolérer que l'administration américaine s'ingère dans nos affaires intérieures. Il ne s'agit pas là de morale, on peut avoir des points de vue politiques différents. Simplement, la France, c'est la France. C'est pas une colonie des États-Unis d'Amérique. L'Europe, c'est l'Europe. Ce n'est pas une colonie des États-Unis d'Amérique. Nous ne sommes pas des États américains. Et donc, l'administration américaine ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures européennes. Et c'est à cela que nous œuvrons ici au Parlement européen. Il faut travailler à la souveraineté de l'Europe. Et encore une fois, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas moral, c'est profondément politique. C'est notre intérêt vital que d'œuvrer à l'émergence d'une puissance européenne souveraine. Est-ce que vous auriez pu avoir les mêmes mots avant 2022, Raphaël Glucksmann? On a l'impression que ces 4 ans de guerre en Ukraine ont tout changé, notamment en Europe, avec cette Europe qui se réarme et qui se réaffirme face aux États-Unis. Vous appelez à l'indépendance face aux États-Unis. Vous auriez pu avoir les mêmes mots avant la guerre? Vous savez, moi, ça fait des années et des années, avant 2022, que j'alerte sur l'indolence, l'impuissance, l'irénisme, cette naïveté des élites européennes qui ont pensé que l'histoire était finie et que la guerre était révolue. Depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, il fallait écouter ce que disaient les dirigeants russes, il fallait lire ce qu'écrivaient les idéologues de Vladimir Poutine pour comprendre à quel point ce régime est fondé sur la confrontation avec nous, avec nos démocraties, sur le révisionnisme historique, sur la destruction de l'architecture de sécurité en Europe. Donc ces mots-là, je les emploie depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, le réveil de l'Europe n'est encore qu'incomplet. Juste une petite question, pardon. 2 petites questions. Premièrement, si vous étiez élu candidat et élu président de la République, est-ce que vous iriez plus loin dans une sanction ou entre guillemets une punition contre l'ambassadeur des États-Unis? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que les nations européennes sont unies face à Donald Trump? Rapidement, parce qu'après, il y a la guerre en Ukraine qu'on doit questionner. Je pense qu'il faut une attitude extrêmement ferme vis-à-vis de l'administration américaine. Pendant de longs mois, les dirigeants européens, y compris le président français, ont essayé les courbettes, l'apaisement, la diplomatie du charme personnel, mais tout cela ne fonctionne pas face à des idéologues. Et donc il faut affirmer avec plus de puissance, plus de fermeté les intérêts de l'Europe. Pas simplement nos principes, mais nos intérêts stratégiques. Et vous savez, en réalité, c'est normal aussi, je comprends moi pourquoi les dirigeants européens ont autant de mal à accepter cette nouvelle époque qui est celle de la confrontation avec les États-Unis d'Amérique, parce que c'est complètement absent de leur formation et de leur logiciel. Alors, la deuxième question, monsieur Glucksmann. Mentalité beaucoup plus dure et beaucoup plus ferme.
D'accord. La deuxième question de Renaud, c'était, elle concernait l'Europe et Renaud vous demandait au fond si l'Europe a vraiment pris conscience, c'est ça, de la situation, du danger aujourd'hui, si elle s'organise, si elle apporte la réponse adéquate à l'offensive russe, à la politique russe en Ukraine et contre nous. Les Européens sur l'Ukraine. Pas encore. Nous ne sommes pas encore unis. Pourquoi ? Parce qu'il y a des forces en Europe, au Conseil européen, mais ici encore ce matin au Parlement européen, qui sont en réalité les alliés à l'intérieur des institutions européennes de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Ce matin encore, le Rassemblement national s'est opposé au fait que nous condamnions l'attitude de M. Orban qui bloque les 90 milliards de prêts à l'Ukraine. Et ces 90 milliards de prêts, le Rassemblement national et toute l'extrême droite européenne, ont refusé de les soutenir. Donc nous avons au sein même des institutions européennes, dans le cœur de nos pays, des forces qui œuvrent pour les adversaires extérieurs de l'Union européenne. Et en réalité, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis l'invasion totale du 24 février 2022, ce que nous voyons, c'est au sein même de nos institutions une sorte de cinquième colonne de ces patriotes de pacotille qui épousent la cause du tyran qui déclenche la guerre contre nos démocraties. Parce que ne nous y trompons pas, la guerre en Ukraine n'est pas une question de politique étrangère, ce n'est pas une question, si vous voulez, d'affaires internationales. La guerre en Ukraine nous vise, nous cible, nous, démocratie européenne. Et nous avons en notre sein des forces politiques qui œuvrent à saper non seulement le soutien européen à l'Ukraine, mais l'affirmation des intérêts stratégiques européens. Nous avons des patriotes de pacotille qui choisissent le camp de l'étranger et le camp de l'adversaire. Et donc, cela affaiblit considérablement nos nations et cela affaiblit considérablement l'Europe. D'autant plus que nous avons des gouvernements qui sont alliés du Rassemblement national, comme le gouvernement hongrois, qui à chaque fois que l'Europe essaye d'affirmer une position ferme, s'y oppose et cherche à la bloquer. Alors nous sommes nombreux à vouloir vous interroger autour de la table, peut-être des réponses un petit peu plus courtes si vous le voulez bien. Juste d'un mot, est-ce que l'Europe a retrouvé pour vous, mais vraiment en moins d'une minute, le sens de la puissance qu'elle avait abandonnée ? Elle commence à retrouver le sens de la puissance. Nous n'y sommes pas encore, mais il faut qu'on arrête d'avoir peur de notre ombre. Nous sommes le plus grand marché du monde. Ce qui nous manque désormais, c'est la volonté de puissance politique, c'est la capacité à avoir une défense commune, c'est la capacité à assumer nos intérêts sur la scène mondiale. Moi, je pense qu'une démocratie impuissante est une démocratie condamnée et que donc la clé de tout, c'est cette acceptation de la puissance comme étant l'horizon de développement de l'Europe. Et ça, c'est une révolution mentale. Nous la menons, mais nous n'y sommes pas encore. Et vous croyez vraiment que les Européens vont rester unis derrière l'Ukraine ? Parce qu'il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui a réagi ce matin aux 4 ans de cette guerre en Ukraine. Et il a eu ce message à ceux qui croient pouvoir compter sur notre fatigue. Ils se trompent. Est-ce que vous êtes aussi catégorique qu'Emmanuel Macron ? L'Europe doit rester unie. Est-ce qu'elle le restera ? Ce n'est pas une évidence. C'est un combat quotidien. Vous savez, il y a des gouvernements européens qui ne sont pas sur le soutien à l'Ukraine. Et ces gouvernements, comme le gouvernement hongrois ou le gouvernement slovaque, sont en réalité au service de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Donc le combat que nous menons quotidiennement, c'est celui de l'unité de l'Europe dans la fermeté. Ce n'est pas un acquis. L'Europe n'est pas spontanément unie. Et ici, quand vous discutez avec les dirigeants politiques des différents partis européens, ils vous disent tous la même chose. Si la France bascule à l'extrême droite en 2027, plus personne ne pourra parler d'unité européenne, plus personne ne pourra parler de puissance européenne, plus personne ne pourra parler de souveraineté européenne. Et c'est pour ça que l'enjeu des élections qui arrivent en France, c'est finalement un enjeu qui concerne évidemment la France, mais qui mobilise l'ensemble des acteurs européens, parce que sans la France, en réalité, l'Europe est condamnée. Et donc nous avons, nous, sur nos épaules, une responsabilité immense dans notre pays. Alors, une dernière question. On se situe cette fois-ci sur le terrain de la politique intérieure. Raphaël Glucksmann, est-ce que depuis ce week-end, pour vous, Jean-Luc Mélenchon est devenu totalement infréquentable ? Pas seulement depuis ce week-end, mais
Vous savez, la position que je pousse pour que la gauche démocratique s'y rallie, eh bien, c'est une position extrêmement simple, extrêmement nette. Aucune alliance, jamais, avec la France insoumise, à quelque élection que ce soit. Quitte à perdre l'élection. Parce que Jean-Luc Mélenchon et ses alliés ont quitté les rives de la politique démocratique. Et que nous serons la digue de la démocratie face à l'extrême droite et face au Rassemblement national. Mais pour être cette digue, il faut absolument couper tout lien avec toute force politique qui vous empêche d'être cette digue cohérente quand il s'agit de défendre la démocratie. Dans un moment où les démocraties européennes se font attaquer de l'extérieur. Quitte quelquefois à laisser gagner le Rassemblement national ? Mais non, c'est justement en étant cohérents que nous empêcherons le Rassemblement national de l'emporter. C'est précisément en étant fermes sur nos convictions et sur nos principes que nous serons la digue face au Rassemblement national. Et moi, je vous le dis, la gauche démocratique, la gauche qui croit dans l'Europe, qui croit dans la République, eh bien, ce sera elle qui aura sur les épaules la responsabilité immense d'empêcher la bascule de la France à l'extrême droite. Et nous tiendrons bon, nous tiendrons ferme, et c'est précisément parce que nous avons un cap clair que nous pourrons empêcher le Rassemblement national très vite, de triompher Monsieur Glucksmann, en 2027 et très avant. vite, Monsieur Glucksmann, un duel LFI-RN, vous votez quoi ? Mais ça n'existe pas, votre question, elle n'existe pas. Ah bah si, c'est une hypothèse, Raphaël Glucksmann. Et de LFI de vous faire poser cette question. Non, ce n'est pas une hypothèse, ça n'existe dans aucun cas. Et en fait, c'est le Rassemblement national et l'AFI qui veulent faire croire que la politique française pourrait se résumer à un affrontement entre deux extrémistes. Ça n'existe pas. C'est un cas d'école qui peut faire fantasmer des journalistes, mais ça n'existera pas. Et pour une raison simple, c'est que nous serons face au Rassemblement national et nous vaincrons le Rassemblement national. Et qu'il y a une majorité de Françaises et de Français qui veulent préserver la démocratie et la République. Avec quel candidat vous serez au second tour ? Et qui se lèveront et qui empêcheront cela. On va pas faire. Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, d'avoir répondu à nos questions depuis Bruxelles. On le rappelle, pour notamment évoquer cette évidemment actualité politique en France, mais ces 4 ans de guerre en Ukraine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous. On va faire une courte pause et on se retrouve dans un instant avec une question extrêmement importante. Est-ce que les Français vont devoir payer de plus en plus cher pour leur santé ? La réponse est oui. Voilà. Si vous voulez une réponse. À tout à l'heure. Ah mais on attendait le bumper, on peut commencer. Ah non, allez, voilà. Il est là. Voilà. Notre actu sans filtre avec le passage aux urgences à l'hôpital, bientôt plus cher. Vous le savez, il y a un reste à charge qui est de 20 € actuellement. Et bien à partir du 20 mars, ça passera du 1er mars, ça passera à 23 €. Normalement, c'est votre mutuelle qui prendra en charge. Ceux qui n'ont pas de mutuelle, ce sera de leur poche. On peut dire plus 3 €. Oui. C'est pas si énorme. Non. Alors, est-ce que c'est forfait un scandale journalier, hein. Oui, forfait journalier, bien sûr, c'est par jour. Est-ce que c'est un scandale ou une nécessité ? Est-ce que je commence par vous ou pas ? Parce que forcément, vous avez un avis. C'est une spéciale Maître Péri, Ah oui. là, pardon. Non, alors, j'ajoute des éléments, parce que je suis dans un rôle qui n'est pas habituellement Je suis le sûr mien. que vous êtes pour, vous. Moi, je pense que il est indispensable d'expliquer aux Français que la santé a un coût et que on doit tous y contribuer. Alors, bien sûr, il y a la sécurité sociale dont les dépenses augmentent chaque année. Il y a la couverture des mutuelles et puis dans certains cas qu'on appelle un reste à charge. On parle du reste à charge des patients. Pourquoi pas ? Je veux quand même dire, Magali, On doit payer notre poche, quoi. pour être tout à fait honnête, que les bénéficiaires de la complémentaire solidarité ne sont pas concernés. C'est-à-dire que les gens... L'ancien CMU. Oui, vous avez des gens... CMU, ouais. Il y a la couverture mutuelle universelle, vous avez une espèce de sécurité sociale pour les gens qui n'en ont pas, plus une complémentaire. Donc j'ai envie de vous dire, Isabelle, c'est bien que les Français prennent conscience que c'est pas un libre service, la santé, et encore moins l'hôpital public. Alors moi, sur la santé, je suis exactement alignée avec vous. Je pense que à partir du moment où on est prêt à mettre des 1000 et des 100, moi la première, mais tout le monde, dans son téléphone portable, son forfait de mobile, etc., si vous voulez, que on ne soit pas en train de se dire que le plus précieux de ce qui
la chose la plus précieuse sur Terre, c'est la santé. Il n'y a pas autre chose de plus précieux, en fait. Et que sur ça, on soit là en train de se dire, ah non, mais c'est 3 € de plus, 4 € de plus, alors que vous avez raison, les bénéficiaires de la CMU en seront exemptés, les femmes enceintes également seront toujours à 100%, les maladies telles le cancer, etc., pareil. Les ALD, affections longue durée, ne sont pas concernés. Donc, je veux dire, à un moment, j'aimerais que les politiques arrêtent d'être des tartuffes et qu'ils arrêtent de s'engouffrer là-dedans, et qu'ils disent vraiment, vous voyez, 3 €, vous en mourrez pas, et la sécurité sociale va peut-être tenir, et votre santé, celle de vos enfants, de vos petits-enfants, sera préservée. Et ce serait bien qu'ils arrêtent d'être aussi tartuffes, les politiques. Écoutez, aussi démagos. Écoutez, pour une fois, mais j'ai remarqué que ça arrive souvent le mardi. Ouais. Ah, c'est le mardi. Non, mais c'est le mardi. Eh bien, je suis en désaccord avec vous, Isabelle. Je suis en désaccord et je vais défendre. Les démagogues. Non, vous avez raison. Je vais défendre des valeurs de gauche. Je vais défendre des valeurs de gauche et ça m'étonne de votre part. Je vais défendre des valeurs de gauche parce que je considère qu'il y a 1,5 million de Français, enfin c'est un fait, qui n'ont pas de mutuelle. 2 millions. 2 millions maintenant. Ouais. 2 millions, Pascal, vous avez raison. Millions. Ouais. On dit pas millions ? Non, on dit pas millions. On dit millions. Millions. Ah, on me l'a souvent fait reprendre, ça c'est vrai. Donc, il y a 2 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. Eh bien, je considère que c'est totalement injuste que ces Français payent plus de leur poche pour payer l'hôpital et notamment les urgences. Je considère que il y a bien sûr une réorganisation, on peut avoir plus des hôpitaux, on sait, il y a trop d'administratifs, trop de gens derrière les bureaux, pas assez d'infirmières, pas assez de médecins. Enfin, il y a beaucoup de Français qui veulent plus faire de médecins. Heureusement qu'on a les étrangers, hein. Heureusement qu'on a les étrangers. Vous voulez en venir où là, je comprends rien. Bah si. Non, pas clair. Il faut une réforme. C'est sous condition de ressources. Les Français aisés ont du reste à charge. Il y a des millions de Français qui peuvent payer plus. Mais les Français aisés, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont où ? Ils vont à l'hôpital américain, ils ont un machin, etc. Pas du tout. Pardon, qui va aux urgences ? Ils vont à l'hôpital public, ce sont les meilleurs hôpitaux. Mais vous êtes d'un démago. Non. Mais pardon. C'est vous qui dites ça. Mais vous êtes d'un démago. Mais 3 €. Mais 3 le jeudi, €. le vendredi, vous l'êtes. Mais 3 €. Vous pensez vraiment ? Mais dans ces cas-là, vous savez quoi ? On va arrêter notre forfait Internet, notre forfait et nos téléphones hors de prix et le reste. Mais mais pardon. Mais d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Votre forfait téléphone ou votre santé ? 3 €. Vous pensez vraiment que les Français vont en mourir, les Français, parce qu'ils vont payer 3 € de plus pour passer à l'hôpital ? Vous avez vu la tronche des urgences, vous avez vu les heures qu'il faut attendre. Il y a 2 millions de Français. Et pourquoi ? Parce que les gens, ils vont, dès qu'ils ont un bobo, ils vont faire la queue aux urgences. Il y a une petite coupure, tu vas aux urgences. Non mais regardez les urgences, quoi. Et si ça peut empêcher tous ceux qui se diront, tiens, c'est 3 € de plus, d'aller aux urgences pour une coupure, un bobo ou rien du tout, ce sera peut-être pas mal. Non mais je rêve tellement vous êtes démago, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. On les a branchés, on vous débranchera dans 2-3 minutes. C'est trop tard. Il faut sur l'ensemble, sur une grande partie de la politique sociale, à condition qu'on réforme la fonction publique avec un statut des fonctionnaires qui peut être révocable. Si c'est pour taper sur les fonctionnaires, ça par contre il faut réformer la fonction publique, mais il faut un pacte entre les Français les plus aisés et les branches gouvernement. Oui, je veux savoir où va mon argent. Pas de gaspillage. Bien sûr. Mais en revanche, c'est normal que l'urgence, les 3 € soient payés par les personnes les plus fortunées ou les très hauts cadres. 3 €, c'est rien pour eux. Conditions de ressources. C'est comme la cantine. C'est pas normal, cette mesure où la cantine soit à 1 € pour tous les Français. Je vais essayer de vous apporter juste un argument de caractère économique. Ouais. Tout ce qui n'a pas... C'est économique. Non, mais tout ce qui n'a pas... C'est une vraie vacherie. Vous êtes désobligeant, Pascal. Tout ce qui n'a pas... Je vous appellerai plus jamais Maître Perry. C'est vrai. Tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Oui. C'est vrai. La valeur perçue, c'est essentiel. Vous savez, y compris d'ailleurs quand il s'agit de services ou de marchandises non commerciales. Quand vous consommez des médicaments, quand vous consommez des services médicaux. Le fait, on n'a pas d'intérêt pour ce qui n'a pas de valeur. On ne le respecte pas d'ailleurs pour une raison qui est simple et qui est très humaine, pas très économique cette fois-ci. Tout ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne, en réalité. Est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps, Renaud, quand même envoyer un petit signal aux gens en leur disant, bon, ok, vous pouvez venir vous faire soigner. C'est une exception en France. Hein. Nous sommes un cas particulier dans le monde. Hein. Vous pouvez venir vous faire soigner à l'hôpital public. Vous allez trouver d'excellents médecins, d'excellentes techniques, du bon matériel. C'est gratos, les amis. Mais quand même, ne tirez pas trop sur la corde.
Oui, est-ce que ça vous parle, Renaud? Si on devait payer vraiment le prix de l'IRM, le prix de la consultation, etc., c'est pas 3 € de plus. Alors donc, soyez pas des magots comme ça, puis là. Non. Pardon. Vous restez avec nous quand même. Vous restez avec nous, on continue de débattre dans notre émission. 4 ans, c'était il y a 4 ans. On est un 24 février. Vous vous en souvenez peut-être en 2022. Donc la Russie envahissait l'Ukraine. On marque cet anniversaire sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux qui sont un peu partout. On ira à Kiev, on ira à Moscou pour voir comment est commémoré ce triste anniversaire avec, vous le voyez, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a pris la parole aujourd'hui et qui assure que cette guerre est un échec cuisant pour Vladimir Poutine. À tout de suite. 4 années de guerre en Ukraine, 4 années aujourd'hui. Nous sommes le 24 février. Triste anniversaire. Autour de la table, le général Dominique Delors, Magali Barthès, Renaud Pilat, Mme Saporta qu'on ne présente plus. Alors l'Ukraine qui plie mais ne rompt point, au contraire même, dans certains cas, l'armée ukrainienne, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on avait l'habitude plutôt d'évoquer le bulldozer russe, l'armée ukrainienne, dans certains cas, regagne des poches de territoire. Et nous disions tout à l'heure que finalement, le calcul de Vladimir Poutine, c'est de se dire qu'il tiendra plus longtemps que nous n'accepterons de soutenir l'Ukraine. Les Ukrainiens se battent, fournissent la matière première humaine, nous fournissons aussi un peu d'argent, un peu de munitions, etc. Et c'est ce qui permet probablement à l'Ukraine de tenir le front aujourd'hui. Est-ce que ça durera? Enfin, qui se lassera le premier? C'est un peu la question qui est posée. Je vais vous donner 2-3 balises de réflexion. De 30 à 35 000 soldats russes tués ou blessés chaque jour. Une prime d'embauche dans l'armée qui est montée à Saint-Pétersbourg. Alors Saint-Pétersbourg, c'est une ville un peu particulière en Russie. Enfin, c'est une ville de la bourgeoisie. Ce ne sont pas les territoires très éloignés de Mandchourie. On donne 50 000 euros aujourd'hui pour une prime d'embauche dans l'armée, un contrat dans l'armée. Et puis, ce calcul qui nous dit en substance, ce sont des calculs réalisés par des économistes allemands qui nous disent que la solde ou les soldes, c'est-à-dire le salaire des militaires plus les primes de décès représentent une dépense de 56 milliards d'euros chaque année. Donc c'est un peu une guerre, on parlait tout à l'heure de guerre hybride 360, il y a la guerre militaire, il y a la désinformation, il y a les attaques informatiques, dont on a été les cyberattaques, et puis la guerre alimentaire que nous évoquions également, Magali. Effectivement, c'était il y a 4 ans, jour pour jour, donc le 24 février 2022. La Russie envahissait l'Ukraine, ce qui devait être une opération éclair, elle dure depuis 4 ans de guerre, comme la Première Guerre mondiale, mais sans aucune perspective de paix. Vous vous souvenez de ces images? Elles nous avaient tous saisis avec ces hélicoptères dans le ciel ukrainien, ces bombardements, ces sirènes d'alerte. 4 ans après, on en est toujours là, donc. Et Volodymyr Zelensky a posté une vidéo ce matin. L'Ukraine n'a pas perdu, assure-t-il, et Poutine, en revanche, est en train de perdre cette guerre. Écoutez. L'Ukraine n'existe pas seulement sur une carte. L'Ukraine est un acteur des relations internationales. Nos capitales sont toujours debout, comme Kharkiv, Soumy, Tchernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Kramatorsk, Odessa, Lviv et encore bien d'autres villes. Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas réussi à détruire les Ukrainiens. Et il n'a pas gagné cette guerre. Voilà, vous l'avez compris, cet anniversaire est marqué officiellement donc en Ukraine avec cette prise de parole officielle du président Volodymyr Zelensky. C'est pas tout à fait la même ambiance du côté de Moscou. Le Kremlin évite d'en parler. Charles Divot, vous êtes notre journaliste donc dans la capitale russe. La guerre dure depuis 2022. Et qu'est-ce qui a changé dans le pays depuis 4 ans ? Alors en fait, tout dépend de là où on se trouve. Si on est à Moscou, pour être franc, peu de choses ont changé. On voit une vie des Moscovites assez normale. Ils sortent dans la rue, ils vont au restaurant, ils vont au cinéma. Mais cette réalité-là, elle n'est pas pareille, par exemple, quand on se trouve plus proche du front ukrainien. Une ville, par exemple, comme Rostov, où là, on va croiser énormément de militaires, et puis surtout, où la vie des Russes, là-bas, elle est rythmée aussi au son des alertes anti-drones. Il y a de nombreux aéroports qui
fréquemment, presque quotidiennement, sont fermés pendant plusieurs heures afin d'empêcher les avions de décoller ou d'atterrir alors qu'il y a des menaces de drones ukrainiens. Donc finalement, la réalité de la guerre, elle se trouve aussi en Russie. Et pourtant, ça, Vladimir Poutine, il a longtemps essayé de le cacher. Et puis il y a aussi une réalité économique. La guerre, le prix de la guerre, il commence à se ressentir du côté du quotidien des Russes. L'inflation, elle ne cesse d'augmenter depuis maintenant près de 4 ans. Et puis il y a aussi même des impôts qui maintenant sont augmentés. La TVA russe, par exemple, depuis 2026, elle a pris 1 point, une façon de financer l'effort de guerre. Et ça, évidemment, ça pèse sur le portefeuille des Russes. Ça a des conséquences directes, on le voit sur le quotidien des gens. Alors on voit, il neige, il fait froid. Charles, on vous retient encore quelques instants pour une deuxième question. Est-ce que cette guerre, elle est toujours appelée opération spéciale ? Je vous en prie. Et est-ce qu'elle est toujours appelée opération spéciale, cette guerre ? Et est-ce que certains en Russie commencent à dire que franchement ça devient un bourbier ? Oui, alors d'abord sur le point de vue lexical, oui, c'est les termes qui sont employés par toutes les autorités russes. On en a encore eu un exemple ce matin avec Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, qui faisait une sorte de bilan des 4 années de la guerre et qui parle toujours d'opération militaire spéciale. Alors concernant l'autre question, oui, il y a une forme de lassitude de la part de la population russe, et ce pour 2 raisons. D'abord économiquement parlant, je vous en parlais, les conséquences économiques, elles commencent à être ressenties par à peu près tous les Russes. Et puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a énormément de Russes qui sont engagés sur le front ukrainien. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a presque tous les Russes qui connaissent quelqu'un qui est actuellement sur le front ukrainien. Et donc, quand on pose la question aux moscovites de savoir s'ils espèrent que la guerre va bientôt se terminer, la réponse, elle est presque unanime. Oui, ils espèrent que le conflit va prendre fin. Ah oui, on sent que la lassitude, elle gagne aussi les Russes. Merci beaucoup, Charles Divot, d'avoir été avec nous en direct depuis la rue alors qu'il fait froid. Donc à Moscou, il neige beaucoup. Merci beaucoup, aussi Charles. Aussi froid qu'à Kiev. Oui. À Kiev où il n'y a pas de chauffage. Et il n'y a pas de chauffage. Ça fait partie des conséquences. On l'a pas évoqué depuis tout à l'heure, mais le bombardement des centrales électriques, et, qui sont des objectifs militaires, évidemment, en temps de guerre, mon général, priver l'adversaire, priver l'ennemi de moyens de production d'énergie, c'est un levier. Qui plus est, parce qu'il fait extrêmement froid, je me suis laissé dire qu'il faisait, dans certains appartements, entre 2 et 3 degrés. 2 et 3 degrés. Il fait entre moins 15 et moins 20 dehors, à Kiev, moins 3 degrés dans les appartements. On voit de la glace sur les parquets et sur les cuisinières et autres. Il y a vraiment des vidéos et des photos en Ukraine, c'est terrible. Les gens vont se réchauffer un peu dans leur voiture quand ils en ont et quand il y a de l'essence. Général, vous partagez l'avis du président Zelensky. Les Russes n'ont pas gagné la guerre et ne la gagneront pas. Il est comme Poutine, il a toujours le même discours. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas reconnaître la perte de territoire, et donc il est décidé à se battre comme au premier jour. Bon, il a pris peut-être physiquement 20 ans, même s'il n'y a que 4 ans qui se sont passés. Donc il est quand même physiquement plus usé, mais en tout cas, il est toujours aussi déterminé. Alors, est-ce qu'il a... Vous savez, j'ai l'impression, je me demande d'ailleurs qui veut que quelqu'un gagne. Je me pose cette question-là. Est-ce que les Chinois sont pressés que ça s'arrête? Je ne crois pas. Les Russes, manifestement pas. Et les Américains non plus, parce que ça use aussi les Russes. Et puis maintenant, ça leur rapporte, puisque les Européens achètent des armes pour les Ukrainiens. C'est ça. Donc finalement, tout le monde, je me demande qui a vraiment envie qu'il y ait un règlement. Alors les Européens, parce que ça nous coûte quand même plus de 200 milliards de dollars quand même. C'est pas une bagatelle. Donc pour nous Français, ça fait une quote-part d'environ 40 milliards. Et je suis sans doute en dessous des vrais chiffres. Donc c'est quand même très important l'effort par les pays européens pour soutenir l'Ukraine. Donc effectivement, s'il y avait un règlement qui soit acceptable, mais encore faut-il être accepté aux négociations, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc c'est pour le moment, je ne suis pas très optimiste sur une fin rapide, sauf à ce qu'il y ait une pression qui serait qualifiée de scandaleuse, elle le serait, du président Trump sur Zelensky. Ouais, mais même si on regarde la carte, notre carte, on l'a exprès prise depuis 2022, avec cette opération russe qui gagne du territoire effectivement en 2022 et qui gagne peu à peu des régions, des villes, et puis contre-offensive de Kiev à l'automne 2022 qui regagne du territoire, et là les Russes qui reculent et qui aujourd'hui n'occupent que 19,6% du territoire, donc moins de 20% du territoire ukrainien. Je parlais de bourbier tout à l'heure.
Est-ce que c'en est un ? Ça commence vraiment à y ressembler parce qu'en effet, on le voit sur cette animation au début de cette guerre, les Russes avaient réussi à prendre 26% du territoire. Aujourd'hui, on est à 19% et en fait, ça bouge très 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 peu. Ce sont même les Ukrainiens qui ont repris 300 km² depuis le début du mois de février dans la région de Zaporijjia et dans le Donbass que Poutine veut absolument, et on le voit bien justement dans le cadre de ces négociations qui n'avancent pas. Il y a eu des calculs avec ce grignotage tellement faible. C'est Deep State qui disait ça. Il lui faudrait environ 2 ans pour s'emparer juste de cette région. C'est dire si tout ça va très 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 doucement. Et vous parliez des chances très maigres d'arriver à un accord. Il faut savoir qu'il se tient en ce moment même la réunion de la coalition des volontaires en visio, notamment entre Paris et une partie d'ailleurs des Européens qui sont à Kiev aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron au début de la réunion. Il a dit « Je suis très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le fait de pouvoir aboutir à une paix à court terme. » Tout le monde a pris acte que de toute manière la Russie ne voulait pas négocier, cherche à gagner du temps et réclame cette fameuse région du Donbass, elle réclame le retrait des Ukrainiens. Les Ukrainiens ne veulent pas céder, donc on est dans un blocage, dans une impasse espérer, les totale. Ukrainiens. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer là, les Ukrainiens? Les Ukrainiens, eux, ils espèrent au moins un cessez-le-feu. Non, mais est-ce qu'il faudra accepter, si je prolonge ma question, il faudra accepter de céder une partie du territoire conquis? Il faudra accepter de céder une partie du territoire conquis. Il n'y aura pas le choix. Mais ce que veulent les Ukrainiens, c'est déjà un arrêt des combats sur la ligne de front actuelle. Or, ce n'est pas ce que réclament les Russes. Non, les Russes veulent aller plus loin. Et ça, c'est inacceptable pour les Ukrainiens qui ont perdu des milliers d'hommes, qui ont des dizaines de milliers de soldats blessés, de gueules cassées pour défendre cette région du Donbass. Il n'est pas question de la céder sans négocier, sans avoir à combattre, juste de la donner à Vladimir Poutine. Oui, hors de question de livrer aux Russes. De livrer aux Russes qui n'ont pas conquis par les armes. Dans ce contexte, quelle est la personnalité, quel est le dirigeant au monde qui vous inquiète le plus? C'est un sondage exclusif réalisé par l'IFOP pour LCI. Regardez la réponse, peut-être qu'elle ne vous étonne pas. 80% des Français disent que le plus dangereux, celui qui les inquiète le plus, c'est Vladimir Poutine. On dirait sans surprise. Oui. La deuxième position est peut-être un peu plus étonnante. C'est là que vient la surprise. Oui, c'est ça. À un point près, regardez la personnalité, le dirigeant international qui inquiète le plus les Français, c'est Donald Trump. 79% des Français se disent extrêmement inquiets. Isabelle, ce que je disais, il y a quelques années, on faisait le même sondage. Le président américain, il ne serait pas apparu dans ce classement. Alors, rappelez-vous quand même dans ce même sondage, quand on voyait la dernière fois où ça a été aussi bas quand même, la confiance vis-à-vis des États-Unis, c'est pour la première élection de Trump. Mais vous avez raison, ça s'est bien empiré avec cette deuxième élection. Et d'ailleurs, on voit qu'il est beaucoup mieux préparé. C'est ce que raconte Magali à longueur de plateau. C'est-à-dire que la première, il considère qu'il a été rattrapé par l'État profond. Sur celle-là, au fond, il ne veut plus de diplomate officiel. Il veut, c'est les Borgia. Il veut, voilà, le père de son gendre, ses amis, etc., etc. On est dans un truc qui n'a plus rien à voir. C'est Rome, en fait. On a un truc qui n'a plus rien à voir avec la plus grande démocratie. Rome au mauvais moment. Oui. Rome a été glorieux. Oui. Mais vous voyez ce que je trouve intéressant, parce que là, je parle, je sais, sous le contrôle du général qui considère que quand même Trump, au fond, est un ennemi de pacotille par rapport à Poutine. Mais il n'empêche que c'était censé être un allié. Alors je sais, les alliés ne sont pas des amis, mais un allié qui a quand même des bases de l'OTAN, donc des bases américaines partout en Europe. Et maintenant, cet homme qui a des bases militaires partout en Europe, il a quand même auprès de lui des J.D. Vance qui en appellent, rappelez-vous son discours à Munich l'an passé, quasiment la destruction de l'Europe. Donc il y a quand même un moment. Alors justement, le discours de Marco Rubio cette année à Munich, où j'ai vu les Européens les yeux éblouis parce qu'il avait été au fond le good cop et qu'il avait été plutôt sympa, Marco Rubio. Oui. Ben non, en fait, on est en plein dedans dans le cauchemar. Donc j'aimerais que, au fond, je crois que les Français sont plus lucides que les politiques. C'est les États-Unis alliés, amis, concurrents. Quel est le vocabulaire que vous utiliseriez? Je crois qu'il faut garder le terme d'allié sûr
des intérêts communs, pas sur n'importe quoi. D'ailleurs, même on rappelle en permanence les relations depuis 1945 avec. On oublie que en 43-44, c'était pas si simple que ça entre le général et le président américain. Les Américains ne voulaient pas de Et puis ensuite, on a eu des zones où nous n'étions pas du tout sur le même pied. Ça a été en Asie, ça a été au Moyen-Orient, ça a été en Afrique, où nous étions en concurrence, en tout cas en divergence profonde. Ils étaient ni nos amis, ni en l'occurrence nos alliés. Mais par contre, là où nous étions sur l'essentiel, c'est-à-dire la préservation du territoire national et de l'Europe de l'Ouest face aux soviétiques, ils ont été des alliés irréprochables, si j'ose dire. Alors, ça aussi... Là, je vous interromps une seconde. Aujourd'hui, les conversations secrètes, Magali me donne un peu de lecture de temps en temps, la lecture diplo, les conversations informelles ou formelles entre les États-Unis et la Russie sont des conversations dans lesquelles on défend les intérêts américains et les intérêts de la famille Trump, les terres rares, l'industrie. Oui. C'est une espèce de Yalta des richesses géologiques et industrielles entre eux, sans nous. Ça a souvent été le cas. Si on a quitté si on a demandé aux bases américaines de quitter la France en 66 et on a quitté le commandement militaire intégré, c'est parce que manifestement, là aussi, il y avait une tentative d'emprise des États-Unis sur la France qui était insupportable. Et on est revenu que par finalement le président Sarkozy qui a voulu rentrer à nouveau dans le commandement militaire intégré. Mais je veux dire qu'on n'a pas toujours été. On a eu des points de friction très forts. Alors évidemment, tout le monde oublie ce qui est logique. L'histoire passe. Mais en l'occurrence, il ne faut pas imaginer qu'on était en permanence des alliés sur tous les points, sur tous les dossiers. Non, là où on est d'accord, c'était face à la menace principale, en l'occurrence les soviétiques, oui. Et maintenant il n'y a plus les soviétiques, il y a les Russes et les Chinois. Mais les Chinois, ça c'est un autre sujet. Renaud Pila, il vous fait peur, Donald Trump, vous ? C'est la bascule qui me fait peur. C'est la bascule du monde. Effectivement, comme le disait tout à l'heure Général Delors, effectivement, la peur de Poutine, elle est militaire. Poutine attaquait un pays européen, un pays souverain. Tout comme autrefois l'Irak avait envahi Koweït. On se retrouve là avec une rupture totale, bien sûr, de ce qui se fait et du droit international. Donc oui, Poutine fait plus peur, il fait peur aux Polonais, il fait peur aux Lituaniens, et ce sont, pour le coup, nos amis, j'allais dire nos frères européens. Ce sont nos alliés. Entre Européens, non mais ce sont nos frères. Bien sûr. Alors que là, on se retrouve vraiment avec un Trump également qui me fait peur symboliquement. Pourquoi ? Parce qu'il accélère la bascule du monde. Et nous, Européens, on voit bien à cause de notre manque de puissance militaire et du coup financière, tous les pays européens sont surendettés. Même l'Allemagne, elle a 62... Les États-Unis, c'est au sommet de la liste. Bien sûr. Non, mais bien sûr, mais ils ont vous connaissez ça par cœur, ils ont la planche à billets, ils ont le dollar. Ils ont surtout le privilège de la monnaie de réserve. Voilà, et puis ils ont du pétrole, et puis ils ont un sol qui est riche, et puis ils travaillent plus que nous, et puis c'est un peuple résilient. Moi, ça fait depuis que j'ai fait des études, on dit c'est le déclin américain. Bah, je vois pas le déclin américain. C'est eux qui sont en pointe avec les Chinois sur l'intelligence artificielle. Enfin bon, c'est un peuple qui a une énergie et une résistance extraordinaire. Mais Trump, pour le coup, accélère la bascule du monde en 3-4 blocs, des blocs de prédation, des blocs qui ne respectent plus le droit international. Et nous, Européens, au milieu, on est écrasés. Ouais. Vous avez vu écrasés. Moi, je sens le déclin. Je le sens. Je sais pas si vous le sentez, mais je sens le déclin économique, industriel. On est tout petit maintenant. Raphaël Glucksmann, tout à l'heure sur notre antenne, appelait à l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Enfin, oui, mais l'indépendance, encore faudrait-il qu'on s'entende. Vous avez vu le scandale qui s'est passé la semaine dernière ? La France et l'Allemagne qui divorcent sur l'avion de combat européen. Ça raconte le problème de la France pendant que l'Allemagne est en train de construire une espèce de truc Merzoni. D'ailleurs, on dit les Merzoni aujourd'hui avec Merz, Meloni, où ils sont en train de nous laisser tomber totalement. Et en plus, Isabelle, l'Allemagne est en crise. Et ça me réjouit pas. C'est notre premier client. Mais l'Allemagne est en crise. Il faut discuter avec des gens avec des Allemands. L'industrie automobile va disparaître en Allemagne dans les 10-15 ans à venir. C'est pour ça qu'ils à cause des Chinois. Sur l'armement. Et j'adore, mes frères allemands, mais ils pensent qu'à eux.
Oui. Ils pensent qu'à eux, les Allemands. On le voit bien au Parlement européen, on le voit bien dans l'industrie. Ils pensent qu'à eux. Et ils ont raison, peut-être. Magali ? Ils ont raison, mais ils ne pensent qu'à leur business. On ferait le sondage en Allemagne, on aurait certainement à peu près les mêmes résultats, parce que je pense que les Allemands sont très déstabilisés, eux aussi, par l'arrivée de Donald Trump, parce que ce qui nous déstabilise, nous, Français et nos partenaires européens, c'est le fait qu'on ne sait plus si on peut complètement compter sur Donald Trump. Les Allemands qui sont abrités sous le parapluie américain, qui aujourd'hui ne savent pas vraiment si Donald Trump... Ils sont abrités sous tous les parapluies du monde, oui. Les Allemands. Si Donald Trump viendrait à notre secours. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus compter sur Trump. Non, mais c'est cette imprévisibilité-là qui est extrêmement déstabilisante pour l'Europe, parce que on ne sait plus vraiment ce que vaut l'article 5, la défense mutuelle. On ne sait plus vraiment ce que ça vaut. Est-ce que Donald Trump, finalement, ne la balayerait pas d'un revers de main s'il y avait une tentative de la Russie de tester les lignes rouges? On peut le dire clairement, Donald Trump n'ira pas faire la guerre à la Russie pour l'Estonie. Voilà. C'est très clair. Et donc derrière, c'est évidemment l'Europe qui devrait arriver à se mobiliser. Sauf que est-ce qu'on en a les capacités? Est-ce qu'on en a les moyens? Ça fait quand même à peine plus d'un an que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, et on a l'impression quand même d'un tourbillon permanent, que ce soit sur les droits de douane, le Groenland, le rapprochement avec Moscou, toutes les alliances que l'on pensait, sur lesquelles on pensait pouvoir compter, on voit bien que tout est déstabilisé. Ce qui me fait le plus peur, c'est en bas, là, c'est la faiblesse de l'Europe. Mon général, vous n'avez pas été choqué par la crise franco-allemande sur l'avion de combat? Oui, alors bon, il faut quand même maintenant voir que l'Allemagne vient de changer de braquet, puisqu'elle va dépenser 2 fois plus pour son budget de la défense cette année et l'année prochaine que le budget français. C'est quand même 2 fois plus. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Deuxième élément, ils ont encore une industrie, eux, même si elle connaît des grands problèmes. Et ils ont quand même des capacités industrielles que nous n'avons plus, auxquelles nous avons renoncé, sauf dans le domaine aéronautique, où c'est une belle niche pour ce qui nous concerne. On a une belle industrie de la défense en France. Disons que dans certains secteurs, dans le secteur aéronautique, on représente encore véritablement quelque chose. Heureusement qu'il y a Airbus, industrie. Mais vous citez pas des armements terrestres à même niveau, puisqu'ils ont on a à peu près tout vendu dans l'armement terrestre. Il reste les forges de Tarbes. Donc c'est quand même pas grand-chose. Et il reste les chantiers navals. Donc oui, les Allemands sont dans une position de supériorité économique, et pour une fois, peut-être ça nous fait mal, ils vont mettre en rapport leur supériorité économique avec le politique et le militaire. Avant, ils étaient on disait des géants économiques, et des nains politiques et militaires. Nous les considérions, nous les militaires, quand je voyais mon alter ego, il pouvait strictement rien faire, il pouvait pas bouger, il admirait le britannique et le français, quoi. C'est en train de changer. Mais ça les arrangeait, ils dépensaient pas. Ça a changé, mais maintenant ça change. On a payé pour eux, des milliards pendant des années. On parlait des États-Unis quand même, on voulait parler de ce petit incident diplomatique quand même entre les Américains et les Français. L'ambassadeur américain à Paris est sanctionné par la France. Charles Kushner était convoqué hier à 19h au Quai d'Orsay. C'est lui, Charles Kushner, que vous voyez ici sur cette photo. Eh bien, il ne s'est pas présenté. Conséquence, il ne pourra plus accéder directement aux membres du gouvernement français. Décision de Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères. Écoutez. C'est à lui-même qu'il occasionne des difficultés, puisque pour un ambassadeur, pour qu'il puisse faire son travail, il faut qu'il ait accès aux membres du gouvernement. C'est le b.a.-ba. Demander à n'importe quel ambassadeur représentant son pays en France, demander à n'importe lequel de nos ambassadeurs ou nos ambassadrices qui représentent la France à l'étranger, le b.a.-ba, c'est de pouvoir échanger avec les membres du gouvernement. Alors, effectivement, est-ce que c'est une sanction à la hauteur de l'affront ? Il n'a plus accès au ministre français, donc il ne peut plus faire son travail. C'est un peu en substance ce que dit Jean-Noël Barrot. Magali. Oui, mais après, Jean-Noël Barrot rouvre la porte aussi. S'il est possible de discuter, discutons quand même. Donc la porte, elle est pas fermée. Et en fait, on manque de moyens de pression, de représailles, tout simplement. Et il faut quand même savoir que il n'y a pas qu'en France qu'on a qu'il y a des ambassadeurs américains qui quand même foulent aux pieds tous les usages. C'est la même chose. L'ambassadeur américain en Belgique, de la même façon, a tweeté de manière rageuse contre le ministre de la Santé. Au Canada, de la même façon. Enfin, il y a en Pologne également, parce que il reprochait aux Polonais de pas prendre suffisamment la défense de Donald Trump sur l'affaire du prix Nobel. Donc on a en effet une volonté de ne plus avoir des ambassadeurs
traditionnelle des diplomates et clairement pour Donald Trump de mettre à la place des businessmen, des hommes d'affaires qui n'ont pas du tout, qui ne sont absolument pas des diplomates. Hein. C'est le cas de Charles Kushner, qui est en revanche le père du gendre de Donald Trump. Donc on fait en effet le poste d'ambassadeur à Paris, c'est aussi une récompense pour service rendu. Ce qui est intéressant, c'est que je regardais là à l'instant à Washington, c'est en train quand même de monter cette affaire parce que les démocrates de la Commission des Affaires étrangères du Parlement ont réagi et commencent à dire si Charles Kushner n'est pas en mesure d'assumer le poste d'ambassadeur en France, alors Marco Rubio, le chef de la diplomatie, doit proposer un autre nom. C'est une info que relaie Elisabeth Shepard-Sellam, qu'on connaît bien sur cette antenne. Nos députés? Non, les députés démocrates. Ah, les parlementaires américains. Nous, évidemment, ça provoque une émotion. Ça vient de tomber, ça? Oui, c'est intéressant. Donc ils ont un peu honte quand même de leur diplomatie à l'étranger, quoi. Oui, mais il faut bien comprendre que c'est fait exprès. C'est-à-dire que Donald Trump met ce genre de profil dans les ambassades européennes, justement parce que il veut bien montrer sa différence et le fait que justement la diplomatie, comme on l'a vécu ces dernières décennies, ça n'a plus cours maintenant. C'est la diplomatie du clan. C'est la diplomatie du clan. Oui, et puis du coup de force permanent, d'une forme d'impolitesse. Oui, c'est un irritant, comme dit notre ministre des Affaires étrangères. Je remarque quand même qu'en ce moment, le flot d'avions américains entre les États-Unis et le Moyen-Orient passe par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, et pour rejoindre le Moyen-Orient. Et aucun ne survole la France. Donc, en ce moment, ils ont plus besoin d'avoir d'excellentes relations avec tous les autres pays qui survolent. Ils n'ont pas besoin de nous. Que la France. Ils n'ont pas besoin de nous. Ça serait plus court, passer au-dessus de chez nous. Oui. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ils ne survolent pas la France? Alors, il est arrivé qu'on leur refuse. Donc, je pense comme ils ne veulent pas nous le demander, ils font le tour. Il faut autre chose. Raphaël Glucksmann, député européen, tout à l'heure était en direct sur notre antenne. Il a réagi donc à cet incident diplomatique. Écoutez, il n'a pas été par quatre chemins. Nous devons être, nous, d'une fermeté absolue à l'égard de cette administration qui suit un agenda profondément idéologique et un agenda qui n'est plus diplomatique, mais qui est géopolitique et idéologique et politique. Et il s'ingère dans les affaires intérieures des nations démocratiques européennes, ce qui est proprement inacceptable. Et donc, je soutiens totalement le ministre des Affaires étrangères. Vous avez entendu Renaud. Il affirme que l'administration Trump, via là, en l'occurrence son ambassadeur américain à Paris, suit un agenda politique. C'est un peu ce que laissait entendre aussi Thierry Breton ce matin interviewé, où il dit effectivement Charles Kushner préfère se rendre aux côtés de membres du Rassemblement national plutôt qu'au Quai d'Orsay, et on sait pourquoi. Mais sur ce point, Raphaël Glucksmann, il est factuel. Autant, effectivement, il a un programme politique et des idées politiques sur lesquelles on peut être en total désaccord. Mais là-dessus, Raphaël Glucksmann est d'accord, puisqu'on sait que le projet de Trump, on le sait depuis des années. Il faut se référer à la conférence de Munich, pas celle qui a eu lieu il y a quelques jours, mais la précédente, où vraiment le discours, notamment de J.D. Vance, a été extrêmement clair. C'est un discours anti-Europe, anti-Union européenne. Trump et les Trumpistes considèrent que l'Union européenne a été construite pour concurrencer, freiner, gêner le commerce américain. Il y avait un mot un peu plus grossier qui avait été employé par Donald Trump. Quoi? Pour emmerder les Américains. Ça reste très soft. Hein. C'est drôle parce que les nationalistes chez nous sont persuadés que la Commission européenne est au fond une espèce de cinquième colonne des États-Unis chez nous, comme quoi chacun voit midi à sa porte. Oui, c'est sûr. Oui, et on voit bien, je termine là-dessus, que lorsque les grands pontes Trumpistes ou les dirigeants Trumpistes font la tournée européenne, ils vont voir, et certains, avant, je ne parle pas d'un sommet, avant dans leur rendez-vous, ils vont voir l'AfD, des partis nationalistes et d'extrême droite en Europe. Parce qu'ils veulent que les souverainistes arrivent. Dehors, pardon, mais dehors l'ambassadeur. Non mais pardon, vous dites ils ont une politique anti-France, anti-Europe, et on est là en train de leur dire les gens que vous n'avez pas envie d'aller voir, parce que pardon, il s'est même pas déplacé pour aller voir Jean-Noël Barrot, et Jean-Noël Barrot lui répond en lui disant quoi? Vous aurez plus accès à moi. Puis manifestement, il s'en fiche. Manifestement, ça n'est pas un gros problème. Non mais le général Delors serait horrifié. Le général Delors, vous seriez horrifié si on mettait dehors l'ambassadeur. Il doit y avoir 170 ambassades à Paris.
si on virait tous les ambassadeurs qui apprécient pas beaucoup notre état de droit, on aurait des places de parking dans plusieurs arrondissements de Paris. La voie de la raison. En plus, les parkings. On rappelle juste. La voie de la raison. Effectivement, Jean-Noël Barrot a laissé la porte ouverte. On ne sait pas si Charles Kushner un jour ira au Quai d'Orsay. Il avait déjà été convoqué au mois d'août. Oui. À l'époque, il n'était pas à Paris, il s'était fait représenter. Là, il critiquait le manque de lutte contre l'antisémitisme des autorités françaises. Il avait été convoqué, il n'y avait pas été. Il était de nouveau convoqué hier soir, il n'y a pas été. On ne sait pas si un jour il y mettra les pieds. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il a l'adresse ? Oui, c'est ça. Si on regarde, est-ce qu'il a l'adresse ? C'est juste à côté des Invalides, c'est entre les Invalides et l'Assemblée. Il faut traverser la Seine. Franchement, c'est à 1,4 km. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup, Magali. On précise à nos téléspectateurs qu'on peut vous retrouver cette nuit sur LCI, Magali. Ah oui. Nous allons suivre ensemble le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, le discours annuel devant les deux chambres réunies. C'est un moment de politique important, très important aux États-Unis, et avec entre le dossier Epstein, les droits de douane jugés illégaux par la Cour suprême, il y a quantité de dossiers, l'Iran bien sûr, l'Iran, l'Ukraine. On va guetter ensemble les annonces de Donald Trump. Enfin, à partir de 2h30. Il va dire qu'on n'a jamais réussi un mandat comme lui, non ? Très certainement. On essaiera de décrypter ensemble et démêler le vrai du faux. Toute la team Insomniac vous écoutera. Exactement. C'est vous le patron, je crois. Non, pas le patron, mais on va dire que je suis un membre fidèle de la team Insomniac. 2h30. Il faut dormir par tranche. Merci beaucoup, Magali. On voulait débattre avec vous d'une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Donc, c'est un peu prouvez-moi que j'ai tort. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? C'est Hélène Mercier-Arnaud, qui est une pianiste concertiste extrêmement réputée dans le domaine de la musique classique, mais aussi femme de Bernard Arnault, donc l'une des plus grandes fortunes du monde. Eh bien, elle a accordé plusieurs interviews sur TF1 dimanche, mais aussi au Figaro, ou hier encore sur RTL. Et vous y étiez, Isabelle, et il y a plusieurs phrases qui ont retenu votre attention, dont celle-ci. Elle dit « La fortune ne m'intéresse pas, l'argent ne fait pas le bonheur ». Est-ce qu'elle a raison ou pas ? On en débat. Bon, écoutez, j'ai trouvé ça assez baroque, en fait, effectivement, que la femme de la première fortune de France et de l'une des 10 premières fortunes mondiales, en fait, disent que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que on se doute que Madame Arnault n'aura jamais de problème de fin de mois difficile, ni de problème de déficit abyssaux à partir du 10 du mois, etc., etc. Donc, bon, bah, écoutez, c'était... Comment dire ça gentiment ? C'était gentiment hors sol. Alors elle a raison, la santé prime. Mais c'est vrai que quand on n'a pas à cavaler derrière l'argent, c'est quand même plus facile la vie. Enfin, elle a dit autre chose que je défendrais, moi que j'aurais plutôt tendance à défendre, qui est de dire qu'on veut bien payer des impôts, mais on voudrait savoir où ça va. Oui, c'était dans un deuxième temps, mais d'abord ce débat, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, est-ce que c'était opportun de le dire ou pas ? Insomniac est riche. Non mais... c'est-à-dire qu'on travaille plus. Ça ne veut pas dire, évidemment, que je suis riche. Non, mais vous vous retrouvez, effectivement, avec une injonction contradictoire. Déjà, je déteste la détestation des riches. Heureusement qu'il y a d'immenses fortunes en France, familiales aussi, qui ont créé et qui créent des dizaines de milliers d'emplois et qui sont la fierté de la France. Donc, je ne vais pas citer toutes les grandes réussites et les grandes fortunes françaises, mais il n'est pas parti de grand-chose, Bernard Arnault. Il y a des grandes fortunes familiales industrielles en France où il y avait un bon début, un héritage. Là, c'est pas le cas de Bernard Arnault. Il a hérité d'une petite entreprise du bâtiment. Exactement. J'ai bonne mémoire. C'est plutôt une PME. Oui. Et il a fait un groupe mondial. Mais l'État français était derrière lui aussi, il a été soutenu. Donc, pas de chasse aux riches. On va dire que la France n'a pas été derrière lui. Non, mais... Pas de chasse aux riches selon moi, Et puis deuxièmement, je suis assez d'accord. Je suis vraiment assez d'accord avec cette affirmation de Madame Arnault, parce que alors évidemment, c'est pas en fonction de notre environnement qu'on fait des études sociologiques. Il faut y passer des années et faire des grandes études, mais sociologiques. Mais vraiment, on connaît tous autour de nous des gens qui ont. Je parle pas des gens qui sont dans la pauvreté, bien évidemment. Comprenez-moi bien.
pas dans la pauvreté. C'est quand même il y a des millions de Français sous le seuil de pauvreté, et c'est scandaleux. L'argent est un enjeu, si vous voulez. Mais pour les classes moyennes et supérieures... Autour de cette table, même pas besoin de parler de Madame Arnault, mais autour de cette table, enfin, on ne se pose pas la question de la fin de mois. Et je pense quand même que sans se poser la question de la fin de mois, la vie est plus facile. Vous passez votre temps à dire la jeunesse aujourd'hui en France est surendettée, elle est très inquiète, etc., parce qu'elle est surendettée. Bon, vous avez de nombreuses études de l'Observatoire des inégalités qui prouvent que certains jeunes ne mangent pas 2 fois par jour. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a en fait, il faudrait que les super riches ne fassent pas sécession non plus avec le reste de la société. Si on veut continuer à avancer tous ensemble, il faut quand même que chacun se rende compte d'abord de la chance qu'il a. Et je pense que Madame Arnault, quelles que soient ses qualités, a une chance inouïe. Et que nous tous autour de cette table, c'est la même chose. Non, vous avez raison. Il faut que les riches se rendent compte. Il faut aussi que le reste du pays se rende compte que les riches apportent une contribution en volume qui est considérable à la solidarité nationale. Isabelle, il faut que chacun, vous le savez, et qu'on vit dans l'État-providence. Vivre ensemble. Et qu'on vit dans l'État-providence. On en parlait, la santé est quasiment gratuite. Redistribution. Et pourquoi est-ce qu'il y a redistribution ? C'est incroyable. Parce qu'il y a effectivement des entreprises comme ça qui créent de la valeur. Alors, il pourrait s'appeler d'un autre nom que Bernard Arnault. Il y a une espèce de fixette aujourd'hui autour du c'est-à-dire que là, elle vient de prendre la parole. Non, mais bien sûr. Mais on connaît tous. Enfin, à chaque fois qu'on parle de lui et de sa famille, c'est quand même devenu une espèce d'archétype, de symbole, etc. Non, mais sur la question philosophique, c'est un bac de philo, ça. Faut-il être riche pour être heureux ? C'est un bac de philo. Alors malheureusement, on n'a pas 4 heures. Non, mais malheureusement, on n'a pas 4 heures pour remplir la dissertation. Donc on est un peu caricatural, mais on connaît tous des personnes modestes et qui sont beaucoup plus heureuses que des gens qui sont riches ou extrêmement riches. Je peux apporter un élément. Je parle pas de maladie, évidemment, la dépression ou autre, je rentrerai pas là-dedans. Mais il y a des gens qui sont pessimistes, toujours nostalgiques. Donc ça dépend pas de l'argent, ça dépend de la personnalité. Ça dépend de la personnalité, de vos ressources intérieures. Aussi, Renaud, ça dépend aussi du moment. De votre éducation. Regardez, moi j'ai toujours été frappé par l'éducation. Regardez, vous prenez l'état d'esprit des Bangladeshis aujourd'hui, ils sont plus optimistes, ils ont foi dans leur avenir beaucoup plus que ça n'est le cas en France. L'explication, c'est peut-être qu'on est au bout d'un cycle aujourd'hui, que on a un peu des caprices d'enfants gâtés, enfin, on a été biberonné à l'État-providence, la santé est accessible. En Occident, pas que les Français, les Occidentaux. Quand on a un problème, particulièrement en France, quand on a un problème, qu'on trouve que le litre de super est un peu trop cher, l'État vous fait une ristourne. Quand vous avez des vêtements un peu usagés, l'État vous fait aussi un chèque pour vous aider à les réparer. Enfin, c'est quand même, c'est l'État nounou, si vous voulez. Et dans un pays comme ça... Ça, c'est pour flécher, c'est des politiques c'est vrai, Magali, mais dans un pays comme ça, il n'y en a jamais assez. C'est ça le problème. Il y a une autre phrase de Madame Arnault qui a retenu tous votre attention, c'est la fiscalité en France. Elle se pose des questions quand même sur cette fiscalité, elle est québécoise, on le rappelle. La question, dit-elle, c'est surtout où va l'argent ? Comment est-il dépensé ? Dans les hôpitaux, dans les routes, dans l'éducation, il n'y a jamais moyen de vraiment vérifier où va l'argent. Et j'enchaîne parce que c'est un peu corrélé. Et elle parle de cet état nounou, effectivement. Je pense que ça enlève de la liberté et du respect à l'être humain que d'être trop assisté aussi. Bien sûr. Moi, je ne suis pas pour ça. Raison. Le welfarisme, ce qu'on appelle le welfarisme en anglais, ça n'incite pas à l'action. Vous avez vu comme Isabelle se retient ? Non, je me retiens pas. Mais si vous voulez, ce que je vois dans cette phrase, c'est souvent une partie des ultra-riches qui au fond, recouvrent leur seigneurie d'antan et considèrent qu'ils devraient choisir les bons gueux, les bons pauvres à qui distribuer la manne, voilà. Et moi, ce que je trouve génial avec l'État-providence, c'est que c'est plus ça. Donc, on ne choisit pas ses causes, on ne choisit pas ses pauvres. En fait, voilà, c'est au pot commun de la société et de la nation pour effectivement faire des ponts, construire des écoles, payer des professeurs, payer des médecins, etc. Alors, moi, je vous dis pas que le système est parfait, je vous dis pas que la redistribution est parfaite, je vous dis
pas que le service public se porte extraordinairement bien, mais la redistribution, elle est là. Et comme vous l'expliquez à longueur d'édito, Pascal, Maître Péry, ici présent, c'est quand même ce qui permet aussi de réduire vraiment drastiquement les inégalités. Et c'est quand même un merveilleux pays. Alors je sais, vous avez raison, c'est ce que disait Sylvain Tesson. Isabelle, vous êtes des magots. La France est On est en banqueroute. On est en banqueroute. Attendez, je finis. Je suis pas sûr que vous pouvez finir aujourd'hui. Non mais allez-y. Non mais la citation de Sylvain Tesson qui me paraît magnifique, c'est que la France est un paradis peuplé de gens qui sont persuadés de vivre en enfer. Bon, moi je pense que ça n'est peut-être pas un paradis parfait, mais en tout cas, un pays où on a l'éducation nationale gratos, où on a la médecine gratos, où on va chez le médecin, où on a un cancer, où on est enceinte, on est suivi, c'est à 100%, c'est un pays magnifique. Alors, merci Monsieur Arnault, si effectivement, grâce à sa grande entreprise, il y contribue, il crée des emplois, il paye des impôts, c'est merveilleux. Hein. Merci aussi aux Français d'être ce qu'ils sont et d'arriver à faire en sorte que ce pays soit magnifique. Et après, effectivement, rien n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Vous êtes candidate en 2027 ? Oui, d'ailleurs, ça y est, je vais l'annoncer ici. Non, c'est incroyable. Voilà, bonjour. Bravo les Français, merci les Français, vous êtes formidables. Non mais là-dessus, je suis d'accord, les Français sont formidables. Non, vous passez votre vie à casser non, mais les Français. Pas du tout. Vous êtes terrible. Non, il aime les Français. J'adore les Français. Et vous ? Ah oui, moi aussi. J'adore les Français. Je défendrai les Français. Bec et ongle. Voilà. Et Magali, on sait qu'elle les aime, elle. Bah évidemment. Regardez, on va bleu, blanc, rouge. Oh là là. Non mais elle avait tout prévu. Elle a le maillot chemisier patriote. Voilà. Non mais même quand je critique d'un centimètre d'un ongle, je nous critique tous. Je m'inclus dedans. Ce ne sont que des déclarations d'amour. Mais là où vous êtes démagogue, Isabelle, ça y est. Et là, franchement, ça m'a pris aujourd'hui. C'est rare. C'est rare. C'est que tout ce que vous présentez, c'est financé par la dette. Nous sommes au bord de la banqueroute. D'accord. Vous savez, c'était vous, pardon, qui ne voulait pas piquer 3 € par Français tout à l'heure pour financer l'hôpital? Je me souviens plus. C'était moi qui voulais pas ou c'était vous? Qui c'était le démago là? Non. Je me souviens pas bien. J'ai l'impression que c'était vous qui disiez oh là là, 3 €, les Français vont mourir. Ils pourront plus payer l'hôpital. Vous étiez devant la télé. Voilà. Vous étiez devant la télé. Est-ce que vous regardiez LCI en début d'émission? Mais alors, vous regardiez pas LCI? Renaud, est-ce qu'elle a raison? Madame Arnault, et donc Hélène Mercier-Arnault, de sa position de critiquer effectivement le système fiscal. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'en a pas pour notre argent, en gros. Non, mais elle le dit pas comme ça. Mais c'est une citoyenne. La question, c'est surtout où va l'argent, comment est-il dépensé dans l'éducation. C'est un principe budgétaire de base. Hein. C'est le principe de non-affectation des ressources aux charges. C'est-à-dire que ça tombe dans une grande caisse et puis c'est l'État qui décide. Et c'est vrai, Renaud. Pardon, mais on le voit pas toujours. Hein. Non, mais bien sûr, on le voit pas toujours. Et peut-être que Madame Arnault, effectivement, quand on est l'une des plus grosses fortunes mondiales, il n'y a même pas besoin de le dire. J'enfile des perles, mais tout est. C'est pas votre genre. Hein. Tout est facile. Oula, vous devenez désagréable. Là. Il est 14h11. On va passer à l'autre sujet. Non. On conclut, tout est facile. J'allais pas dire une route n'est pas carrossable. Vous prenez votre jet. Vous prenez votre jet privé. La mer est trop froide, vous allez vous baigner dans l'immense piscine de votre palace. Non, oui. Bah oui. J'exagère un peu. Non, mais je caricature. Oui. La France, ce sont des routes carrossables. Ah bah vous avez vu, on a fait un sujet il y a des semaines sur les routes qui se dégradent, notamment en Corrèze. Allez vous balader en Allemagne, tiens. Moi, j'y passe souvent en Corrèze en voiture. Les départementales sont bien entretenues. Ah oui, elles sont très bien entretenues. Par rapport à l'Allemagne, bien sûr. Non, allez voir en Allemagne, allez voir y compris les autoroutes en Allemagne. Donc vive la dette, vous voyez. Hein, vive la dette finalement. Ah non. Si ça permet d'entretenir les routes. Non. Vous n'irez pas jusque-là quand même. Il y a un autre sujet. Non mais les recettes du bonheur, c'est pas l'argent, franchement. Oui. On veut le dire. La méditation, la nature, l'amour. Thèse, antithèse et la conclusion grâce à vous. On voulait aborder un autre thème. 200 € d'amende dans un train pour avoir écouté une vidéo sans casque. Est-ce que c'est une amende justifiée ou pas excessif ou logique? Michel Kidor nous rejoint. Bonjour, vice-président de la FNOT, la Fédération des usagers des transports. Bonjour monsieur. Le débat a déjà commencé. On va vous expliquer d'abord ce qui s'est passé parce que cet usager qui a été donc verbalisé, on l'a retrouvé, on a pu l'interviewer. Regardez ce sujet d'Alexia Avril. Le trajet lui aura coûté 200 €. Alors qu'il se rend au travail, Lagda regarde des vidéos sur son téléphone, sans écouteurs. Rapidement, il est interpellé par les contrôleurs. Ils m'ont demandé à la prochaine station de m'acquitter d'une amende
du coût de 150 € parce que selon eux, c'est la deuxième plus grande cause de désagrément dans les transports actuellement, le son un peu fort. L'ACDA refuse de s'acquitter du montant de l'amende. La contravention se retrouve donc majorée pour atteindre 200 €. Aucune loi n'interdit explicitement le visionnage d'une vidéo dans les transports en commun, mais un usager qui dérangerait la tranquillité des autres voyageurs s'expose à une amende. Les contraventions, je trouve ça un peu dur. Je trouve ça un petit peu quand même excessif. Si tout le monde effectivement commence à discuter au téléphone, c'est insupportable. Une sanction rare, les contrôleurs s'en tiennent généralement à un rappel à l'ordre, mais les montants peuvent parfois s'envoler. Il y a 5 classes de contravention. Donc là, c'est la 4e classe. Donc ça va de 135 € à 750 €. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on peut contester cette infraction et on peut contester aussi la contravention devant le tribunal de police. En Ile-de-France, 8 usagers sur 10 affirment avoir été déjà gênés par des incivilités dans les transports. Bon. Alors voilà, c'est ça, c'est le débat. Est-ce que c'est excessif ou c'est logique ? On va vous écouter dans un instant, mais d'abord votre avis à vous, Michel Kidor, est-ce que c'est normal ? Moi, je comprends tout à fait cette sanction. Prendre le train, ça suppose certaines contraintes. Il y a des horaires, il faut acheter un billet, il faut ranger son bagage, et puis il faut se comporter comme on doit se comporter en société. Civilement, par respect pour autrui, ma liberté commence où s'arrête celle des autres, ou plutôt ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, pardon. Donc là, on est typiquement dans un cas. Alors, votre point d'interrogation, là, dans votre bandeau, il m'interroge, parce que ça veut dire c'est trop. Ben non, à un moment, il faut sévir. Et aujourd'hui, on le sait bien, dans d'autres domaines qui sont autrement plus dramatiques, je pense notamment au refus d'obtempérer sur la route, ça procède du même mécanisme, On se laisse aller. Et moi-même, je prends pas mal de trains. Ça m'est déjà arrivé d'aller faire des remarques. D'ailleurs, ça s'est toujours bien passé. J'ai eu d'incidents à des gens qui me gênaient parce qu'effectivement, la musique, il y a les téléphones, c'est moins. Il y a des gens. Vous avez des gens qui sonorisent les. La personne n'a pas obtempéré. Comme vous le dites, elle connaît la loi et elle a persévéré. Après, elle s'étonne d'être sanctionnée. Non, on vit en société. Il y a certaines contraintes qu'il faut accepter. Le train, c'est un lieu où on partage sa vie avec d'autres. Donc, il faut en accepter à la fois le bénéfice et puis les contraintes. Alors, d'ailleurs, la compagnie communique autour de ça. Moi, j'ai pris le train dimanche entre Clermont-Ferrand et Lyon. Un TER, et le contrôleur prend la parole dans le train. C'était très sympathique. D'ailleurs, c'était plutôt sur le ton, avec de la distance, de l'humour, qui dit voilà, bon, si vous mettez les pieds sur le fauteuil en face de vous, ce sera tant. Si vous sonorisez le wagon, ce sera tant. Si vous n'avez pas rangé votre vélo, ce sera tant. Et puis, il rappelait tout simplement des règles d'usage qu'un parent pourrait rappeler à ses enfants. Tu es quelque part, tu te comportes civilement. Ah, il a fait la liste des courses comme ça. Il a fait la liste des courses. Attendez. Ça a duré 20 minutes. Renaud, ça a duré 5-6 minutes. C'est drôle, tout le monde rigolait dans le wagon. Et il citait à chaque fois les articles du Code des transports publics. Parce que c'est pas un truc qui est descendu du ciel. C'est dans le Code des transports publics. Alors, Isabelle. C'est Jean Castex qui conduisait. Moi, ce qui me paraît effarant là-dedans, au fond, c'est qu'on soit obligé de mettre des amendes aux gens pour qu'ils se tiennent, en fait. C'est ça qui est dingue. Avant, ma génération, pardon, je dis, on avait honte, quoi. Il y avait la honte. En fait, on arrivait à l'heure pour déposer ses gamins. Maintenant, on est en train de se demander s'il faut pas mettre des amendes pour que les gens aillent chercher leurs gamins à l'heure ou les déposer à l'heure à la garderie. On ne mettait pas les pieds sur le siège d'en face. On ne mettait pas la musique à fond. Il y avait la honte, quoi. La politesse, c'est la honte. Là, maintenant, il n'y a plus honte de rien, donc tu es obligé de mettre des amendes. Je veux dire, quand même, qui est le sagouin qui met sa musique à fond alors qu'il est dans un train sans mettre ses écouteurs? C'est un sagouin. C'est un sagouin. Et moi, c'est pas 200 que je lui mettrais, c'est 1000, en fait. Pour lui passer l'envie d'enquiquiner tout le monde. C'est l'enfer. Vous avez raison. Il y a un contrôle social qui doit jouer, y compris dans le cas d'agression. On l'a vécu il y a pas si longtemps que ça, où la réaction dans le train, dans le wagon, a contribué à désamorcer la chose. Il y a ce contrôle social. Moi, je sais que dans des bus, notamment peut-être pas en région parisienne, mais en province, quand un jeune met les pieds sur la banquette, il y a toujours une bonne dame qui lui dit tu fais ça chez toi, etc. Donc c'est vrai. Là, on est dans un. Mais en fait, c'est la tendance d'aujourd'hui. On est dans sa bulle, c'est chacun pour soi. Et tant pis pour les autres. Et donc le train, c'est effectivement, notamment, c'est un lieu de convivialité, mais si ça devient un lieu de conflictualité, non. Le train, les gens qui veulent voyager dans le train veulent du confort. Et le confort, ça commence par le confort acoustique. Est-ce que ces amendes, elles se multiplient là ? Parce qu'on a vu, par exemple, je voyais à Nantes au début du mois. C'est un voyageur qui n'était pas à bord du train, qui était au sein de la gare, sous la mezzanine, pour ceux qui connaissent la gare de Nantes. On est à l'intérieur de la gare, voilà. Bien, et il téléphonait à sa sœur.
mais en visio. Donc tout le monde pouvait entendre. Oui. Et donc là, les agents sont venus lui dire d'éteindre. Alors il y a 2 versions, celle des agents et de l'usager qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc lui aussi, 150 € d'amende qu'il n'a pas voulu payer tout de suite. Donc ça fait 200 € d'amende. Est-ce que ça se multiplie, ça ? Alors écoutez, ça a tendance à se multiplier parce qu'encore une fois, il y a des comportements non pas antisociaux, mais asociaux qui se multiplient comme ailleurs dans les autres espaces publics, que ce soit la rue, les magasins. Donc on est dans une société où il y a cette tendance. Il y a sans doute, ça remonte à il y a des causes qui sont sans doute extrêmement lointaines, mais comme vous le disiez tout à l'heure fort justement, on a été, moi aussi bien sûr, je fais partie d'une génération qui a été éduquée, on se tient bien dans le public, et puis même si possible d'ailleurs aussi chez soi. Mais là-dessus, chez soi à la rigueur, s'ils ont envie de mettre les pieds sur le machin, tout ça, ça les regarde. Moi je pense que le train, on veut que les gens prennent le train pour des tas de raisons écologiques, sociales. Bon, c'est très bien, mais si ça devient un espace où chacun fait ce qu'il veut, ça devient insupportable. Qui est responsable, Renaud ? La société, l'école, les parents, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est l'éducation. Oui. C'est l'éducation. L'éducation est là pour donner un cadre à la personne, à notre personnalité et nous donner des limites. Après, comme disait toujours ma grand-mère, il y a des personnes qui profitent mal de leur éducation. De leur éducation. Ah oui. Et qui contreviennent effectivement à ce qu'on leur a appris. Mais je rebondis sur ce que disait Isabelle il y a un instant. Elle disait les sagouins, vous en avez un en face de vous. Vous ? Vous ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais ça m'est déjà arrivé. Par accident. Non, mais par accident, c'est pas pareil. Eh bien oui, écoutez, si le contrôleur, c'est-à-dire que par accident, oui, voilà. Non, mais j'étais dans un train. Pas Deep Purple à fond sur votre smartphone. Non, alors il y a vous parliez Antisocial, c'est une magnifique chanson du groupe Trust des années 80, vous vous souvenez, Antisocial. Je sais pas la chanter comme Brunet, mais vous vous retrouvez là effectivement vous avez un accident, vous faites tomber votre casque et tout d'un coup le contrôleur passe et vous avez la musique à fond. Non mais attendez, il faut au moins comment on appelle ça quand on prévient avant une punition, un avertissement. Oui. C'est ce qui se passe la plupart du temps, c'est ce qu'on rappelle. Quand vous avez un avertissement, vous avez un problème avec le français, vous m'appelez. Non mais j'ai eu un petit AVC, AVC. Mais vous vous retrouvez là avec tout d'un coup vous avez Chopin comme ça qui monte joliment dans un wagon. Et ça donne de la culture à tout le monde. Mais c'est pas Chopin là. Mais c'est pas ça. C'est en fonction de la musique. Bravo. Alors là, prenez le métro, c'est ce que vous faites probablement très régulièrement les uns et les autres, et vous allez voir les comportements incivils se multiplier. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Monsieur Perry. L'anecdote de votre Clermont-Lyon là. Si le contrôleur le fait, d'ailleurs, s'il le fait, c'est bien. Et s'il le fait avec une pointe d'humour, ça passe d'autant mieux. Ils sont devenus très bons. Et les gens l'admettent d'autant mieux. Et ça, c'est le meilleur moyen de désamorcer, comme les campagnes anti-fraude. Faut pas coller la honte aux gens. Faut les comparer à des gens qui jouent pas le jeu ou à des. Exactement. Et donc là-dessus, tout est dans la manière. Exactement. Soyez quand même correct et civil, sinon vous en coûtera cher. Vous avez bien compris maintenant. L'art et la manière. Merci beaucoup d'être venu sur notre. Et au pire, c'est du Chopin. Au pire, c'est du Chopin, la compris. Mozart, Tchaïkovski, ça passe aussi. Fabuleux. Tout va bien. Le podcast à écouter avec vos casques et avec vos oreillettes dans les transports en commun. N'oubliez pas quand vous voulez. Et quant à nous, on se retrouve donc demain un petit peu avant midi. Bon après-midi avec Thomas Misraki sur LCI. À demain. À demain.